Salut à tous, c'est Ben et je suis vraiment extrêmement content de vous retrouver pour ce qui est, tout simplement la dernière vidéo de présentation des équipes de Betclic Elite pour la saison à venir. Dans les deux dernières vidéos, j'ai tout simplement présenté à la fois les équipes qui selon moi pourraient être en danger, c'est-à-dire les équipes qui vont lutter pour le maintien, celles qui devraient se mêler à la course pour le play-in, et puis des équipes qui devraient être des outsiders, ou en tout cas qui devraient se mêler à la course pour les playoffs. Il reste donc une vidéo dans laquelle je vais cette fois m'intéresser à la course au titre, quelles sont les équipes qui vont évoluer dans le haut du tableau et potentiellement se disputer le titre lors des playoffs. Mais avant ça, et si je suis très content de vous retrouver, c'est aussi parce que je vais pouvoir vous dévoiler à la fin de la vidéo mon classement prévisionnel qui sera rempli entièrement, et puis aussi et surtout parce qu'on se rapproche tout simplement du début de la saison et ne pas avoir de basket français pendant quelques mois, ça m'avait énormément manqué. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel sur comment va se dérouler la vidéo. Comme d'habitude, je vais faire un petit flashback sur l'équipe en question, quels sont les 3 points qui m'ont marqué la saison dernière. Je parlerai ensuite des moyens financiers des clubs et donc de leurs ambitions. Est-ce qu'on est sur des ambitions relativement similaires à celles de la saison dernière? Et après ça, je m'intéresserai forcément au mercato, quels ont été les départs, les arrivées, quelle est la constitution du roster final, quels sont également les 2 à 3 joueurs à suivre pour chacune des équipes, et je terminerai enfin ma présentation des équipes par mes craintes et mes motifs d'espoir. Voilà, vous en avez l'habitude maintenant je pense, donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par vous présenter l'équipe qui selon moi pourrait terminer à la 5e place de la saison à venir. Et oui, on va maintenant parler de l'Asvel. C'est peut-être une surprise pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est bien l'Asvel, le club de Tony Parker, que je vais positionner à la 5e place de mon classement prévisionnel. Avant de vous expliquer mon choix, regardons ce qu'il s'est passé du côté de l'Asvel la saison dernière. Alors je commencerai par mon premier point, même si l'Asvel a connu quand même sur les saisons passées des résultats assez probants marqués par plusieurs titres, il y a 2 ans, l'Asvel a quand même connu une saison assez agitée, avec notamment de nombreux coachs qui sont passés à la tête du club. Exit TJ Parker, bienvenue à Gianmarco Pozzeco, malheureusement ça n'a pas fait l'affaire, et donc c'était l'assistant coach Pierrick Poupet qui avait terminé la saison et qui a donc été confirmé pour la saison dernière. Saison donc de transition avec un coach qui était rookie, Pierrick Poupet la saison dernière, il a tout simplement confirmé les promesses entrevues il y a 2 ans. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif sur les 2 tableaux, que ce soit en Euroleague mais également en Betclic Elite, où l'Asvel a terminé premier ex-aequo en compagnie du Paris Basketball. Pierrick Poupet a très bien géré son effectif et l'Asvel a été une équipe compétitive. Donc ça, c'est déjà un bon premier point. Un deuxième point qui lui aussi est très positif, c'est tout simplement la saison de gala qu'a effectué Théo Malédon. On le sait, l'Asvel est devenu en quelque sorte un peu spécialiste pour relancer des joueurs français qui nous proviennent de NBA, dont la carrière aux États-Unis plafonne un petit peu. L'Asvel l'a montré en relançant parfaitement Gershon Yabusele, qui a ensuite signé au Real Madrid pour la suite de carrière que l'on connaît. Ça a été le cas aussi avec TLC, Timothée Luowo-Cabarro, et donc le dernier exemple en date, si ça n'avait pas forcément très bien fonctionné pour Yves Ponce, en tout cas avec Théo Malédon, l'Asvel est dans cette continuité, ce qui a permis à Théo Malédon de se relancer pleinement et d'effectuer une saison qui aurait pu lui permettre d'être élu MVP, que ce soit en Euroleague, même si les résultats sportifs forcément n'ont pas aidé, mais surtout en Betclic Elite. Enfin, mon dernier point, et là c'est un élément qui est beaucoup moins positif, c'est tout simplement l'élimination en play-off. Je le rappelle, l'Asvel affrontait en demi-finale Monaco avec l'avantage du terrain. L'Asvel s'est donc incliné 3 matchs à 2 en menant 2-0 dans la série, et surtout il y a eu ce match décisif à l'Astrobal qui a vu l'Asvel totalement s'écrouler dans le dernier carton, alors que l'Asvel possédait quand même une avance plutôt confortable. Et donc oui, c'est une fin de saison qui a été très frustrante, si vous voulez mon avis, du côté de l'Asvel. Passons maintenant rapidement sur la partie des moyens financiers. On le sait, l'Asvel est une équipe d'Euroleague, l'Asvel est une institution, c'est un grand club, un club forcément avec des moyens financiers supérieurs par rapport à la moyenne des clubs de Betclic Elite. Malgré tout, on sait que sur les dernières saisons, l'Asvel connaît aussi des soucis extrasportifs qui impactent forcément négativement son budget et sa masse salariale. C'est le cas avec l'équipe féminine, ça va aussi être le cas avec l'équipe de Pierrick Poupet la saison prochaine, avec peut-être une grosse incidence sur le mercato. Je vous propose justement de nous intéresser à ces différents mouvements qui ont eu lieu à l'intersaison. Intersaison donc qui a été assez riche en mouvements. La grosse nouvelle, mais qui était quand même un secret de polichinelle car il y avait eu des rumeurs au cours de la saison, c'est le départ de Théo Malédon. L'arrière Villeurbanais, le meneur Villeurbanais, qui a été tout simplement le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'Asvel la saison dernière, va trouver refuge du côté du Real Madrid, où il va évoluer chez l'un des grands d'Europe.
Pour l'accompagner dans les départs, et non pas au Real Madrid, eh bien il y a Paris Lee, voilà, qui évoluait au club depuis plusieurs saisons maintenant. Paris Lee ne poursuivra pas pour une année supplémentaire, tout comme Charles Kehouidi qui fait partie des murs. C'est un petit peu dommage de ne pas le voir terminer sa carrière au club, surtout que la saison dernière, il a été très embêté par les blessures. Un autre départ qui fait mal aussi, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, eh bien c'est tout simplement celui d'André Robertson. J'en ai parlé des moyens financiers du club, eh bien la baisse de voilure en termes de budget et de masse salariale n'a pas pu permettre de conserver André Robertson qui a signé au Zénith Saint-Pétersbourg, et c'est aussi donc une déception de ne pas le voir évoluer à la rentrée dans une équipe qui évoluera en Euroleague. Toujours dans les départs, eh bien il y a tout simplement une raquette qui va être à reconstruire, puisque à la fois Neil Sacco qui évoluera à Valence, Tariq Black, Geoffrey Lauvergne, Ben Bentil et enfin le jeune Paul Mbia ne seront plus villeurbanais à la rentrée. C'est tout simplement tous les pivots qui sont partis cet été du côté de l'Asvel. Et donc pour compenser ces départs, eh bien il y a quelques arrivées. On voit globalement que le tableau est moins rempli, ce qui nous promet peut-être donc d'avoir un effectif un petit peu moins profond. On le verra lorsque j'afficherai le roster final. En tout cas, parmi les signatures, eh bien il y a du beau monde quand même, avec beaucoup de joueurs français notamment, à commencer par celui de Thomas Hurtel. Voilà, la dernière arrivée en date du côté de l'Asvel. Le meneur revient du côté de l'Asvel puisqu'il a été déjà passé par le club. Il va redécouvrir l'Euroleague avec l'Asvel. Il sera accompagné aussi sur les lignes arrière par un arrière qui a cartonné en France du côté de Gravelines, Glyn Watson Jr. Il y a également d'autres joueurs qui sont arrivés, notamment dans la raquette que l'on a déjà vu longuement évoluer en France. Il y a Bastien Vautier, voilà, qui a passé les 2 dernières saisons du côté du Portel et de Cholet, qui va encore passer un cap en découvrant l'Euroleague à la rentrée. Et puis il y a aussi Bodian Massa, voilà, que l'on avait vu évoluer du côté de Fos-sur-Mer, de la JL Bourg, et qui l'an dernier évoluait en Espagne. C'est donc un retour dans notre championnat pour Bodian Massa qui va former donc une doublette 100% français sur le poste 5 aux côtés de Bastien Vautier. Et enfin sur le poste 4, il y a un joueur qui nous provient d'Allemagne qui va être très intriguant à suivre, à voir s'il va conserver son mulet à la rentrée, c'est Zach Seljas. Et puis il y a aussi un autre Frenchie qui vient, qui peut-être va perpétuer bien la tradition de l'Asvel de relancer des joueurs qui sont en manque de temps de jeu en NBA. C'est Armel Traoré, voilà, qui avait été drafté du côté des Lakers. Il avait terminé la saison dernière en Espagne, il a subi une grosse blessure et donc il revient blessé, mais il est en cours de réathlétisation, ce qui nous fait donc un roster composé de 13 joueurs professionnels. Alors la première chose qui me saute aux yeux, comparé aux précédentes années, on a vu qu'il y avait souvent des 3e pivots qui étaient signés. Il y a eu James Gist, il y a eu également Tariq Black, il y a eu Ben Bentil, voilà, qui pouvait évoluer sur les 2 postes. Non, il y aura une raquette un petit peu moins profonde cette année. L'Asvel va débuter la saison, je le rappelle, sur 2 tableaux, le championnat mais aussi l'Euroleague, avec une raquette un petit peu légère quantitativement. Sur le reste de l'effectif, il y a quand même des joueurs que l'on a déjà vu évoluer du côté de l'Asvel. Nando De Colo, voilà, va entamer sa 3e ou 4e saison du côté de l'Asvel. Adam Atamna va aussi pleinement intégrer le roster professionnel et aura des minutes, et il aura l'occasion de se montrer notamment en Betclic Elite. Edwin Jackson est toujours là, Melvin Agença aussi, et puis forcément il y a aussi le vétéran David Laïti. Sans oublier Shaquille Harrison, ça a été l'une également des belles prolongations à cette intersaison. Shaquille Harrison, il a montré toutes ses qualités la saison dernière en Euroleague et en Betclic Elite, un très fort défenseur, capable aussi de faire de très bons backdoors. Et puis Mba Ndiaye également, qui avait été blessé assez tôt dans la saison l'année dernière, qui va retrouver pleinement, je l'espère, l'intégralité de ses moyens physiques. Un roster donc assez différent cette saison, avec un petit peu moins de profondeur. On n'est plus sur un roster de 14-15 joueurs, avec également des lignes arrières qui possèdent quand même pas mal de vétérans sur les postes 1, 2, 3, et donc ça c'est peut-être un point dont je parlerai dans mes craintes et mes motifs d'espoir. Parlons maintenant plutôt de mes joueurs à suivre, et je vais commencer par une signature qui me plaît beaucoup, qui me hype beaucoup, et je suis très content de le voir poursuivre dans le championnat, c'est Glyn Watson Jr. Il a montré toute sa panoplie offensive la saison dernière du côté du BCM Gravelines, où il était clairement le go-to guy. Il aura forcément un rôle un petit peu différent cette année. Il a un profil qui est aussi assez différent de celui des meneurs qui sont partis la saison dernière, que ce soit de Théo Malédon mais aussi de Paris Lee. Il va venir également pour passer un cap, et ce style de recrutement, et on le voit globalement avec les recrues qui ont été faits, montre que l'Asvel, à l'instar d'il y a quelques saisons, redevient une équipe qui doit faire des paris pour essayer d'exister sur la scène européenne, en étant une rampe de lancement pour des joueurs américains notamment qui sont très prometteurs et qui à l'avenir pourraient aller chercher encore plus haut. Glyn Watson Jr., je pense qu'il s'inscrit dans cette trajectoire-là, et on espère à ce titre-là que ce sera un pari réussi pour l'Asvel, un pari bien sûr sur la scène européenne, pas forcément pour
pour la Betclic Elite car il a montré qu'il était dominant à ce niveau-là la saison passée. Je vais parler maintenant d'un deuxième joueur, un joueur qui évoluait à l'Asvel la saison dernière, c'est Melvin Agença. J'ai encore assez peu parlé globalement de l'aspect sportif et des caractéristiques de l'équipe. J'ai commencé à dire que le backcourt était effectivement un petit peu vieillissant et à ce titre-là, eh bien, je pense que Melvin Agença, il a clairement une carte à jouer. Il a découvert l'Euroleague la saison dernière avec un temps de jeu régulier mais un petit peu fluctuant dans son niveau de performance. Cette saison avec eh bien, un backcourt, comme je le disais, vieillissant et qu'il va falloir gérer en termes de temps de jeu en championnat et également en Euroleague, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer. Je pense qu'il peut vraiment prendre une place encore plus importante, apporter ses qualités athlétiques, apporter également sa défense. On oublie que c'est un 3&D, on peut le cataloguer comme ça. Donc il possède des aptitudes à défendre qui vont être intéressantes et je pense très complémentaires du reste du backcourt. Je vais clairement entendre un petit peu plus dans son niveau de performance de Melvin Agença. Il va falloir qu'il soit régulier. Clairement, Nando De Colo, Thomas Hurtel, Edwin Jackson, David Lighty, ce sont des joueurs qui ont dépassé les 35 ans, qui ne vont pas pouvoir jouer sur tous les tableaux à 100% de leur intensité. Ils vont forcément rater des matchs et donc des jeunes joueurs qui vont avoir de l'énergie à revendre vont être très importants et il va falloir aussi qu'ils puissent step up pour s'affirmer aussi comme peut-être les prochains leaders de cette équipe. Enfin, le dernier joueur dont j'ai envie de parler, c'est un joueur qui va commencer la saison blessé, c'est Armel Traoré. Armel Traoré, on le connaît, voilà, il avait affiché de très belles promesses du côté des Mets 92 et de l'ADA Blois où il avait montré que c'était un joueur qui pouvait être très impactant dans plusieurs domaines. C'est un energizer, il peut aussi dominer ses adversaires au rebond, vraiment les impacter physiquement. J'ai très hâte de voir les progrès qu'il a effectués et peut-être sans le comparer directement à André Robertson, mais justement avec son profil de joueur qui est dans l'énergie, qui va pouvoir prendre énormément de rebonds, peut-être sur un temps de jeu relativement court, eh bien j'espère que son apport va pouvoir un petit peu se rapprocher de celui qu'avait eu André Robertson lors de son arrivée la saison dernière, en tout cas dans le profil, un joueur qui peut s'écarter, un joueur qui est assez mobile, qui est assez délié, qui est dans l'énergie, qui a aussi une belle capacité à prendre des rebonds, eh bien je trouve que son profil et son recrutement est très intéressant pour l'Asvel. Je vais maintenant aborder la section où je vais parler de mes doutes, de mes incertitudes et de mes craintes pour la saison à venir de l'Asvel, parce que oui, je les positionne à la 5e place, donc hors de mon top 3, et le premier élément dont je vais parler, j'ai commencé à le teaser un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement une baisse des moyens, ça se voit aussi dans le recrutement, et donc l'Asvel pourrait être en danger cette année et pourrait être peut-être délogé du top 3, donc le fameux podium. J'ai parlé effectivement de la baisse des moyens financiers, ça se voit, il y a un roster qui est moins profond en quantité, avec pour la première fois depuis quelques saisons maintenant, eh bien pas de troisième pivot, et c'est dommage effectivement qu'un joueur comme Paul Mbia, un pivot assez prometteur, eh bien va quitter le club pour rejoindre la NCAA. Il aurait pu prendre ce rôle-là pour faire souffler sur certains matchs Bastien Vautier et Bodian Massa. Globalement, oui, il y a des incertitudes, j'ai des incertitudes sur bien le risque de blessure pour cet effectif. Ça va commencer à tirer très vite, et plus la saison avançait, plus le rythme va s'enchaîner avec des back-to-back en Euroleague et avec le fait de gérer également des matchs compétitifs en Betclic Elite, et donc oui, je pense que l'Asvel peut être en danger pour le top 3 cette saison. L'état de forme, les organismes, et très clairement, ça c'est le deuxième point que je mets sur la table, avec l'Euroleague qui est une vraie lessiveuse, eh bien il va falloir gérer les organismes. On l'a vu l'année dernière avec Nando De Colo, voilà, qui n'a pas effectué la totalité des matchs de Betclic Elite. Il avait à ses côtés un Théo Malédon qui rayonnait et qui était très performant. Il y avait Paris Lee également, et puis il y avait une raquette qui a été beaucoup plus fournie, ce qui a permis aussi sur certains matchs de faire jouer un petit peu Ben Bentil, de faire jouer aussi Tariq Black. Là on est sur un roster qui est moins profond, donc potentiellement avec des joueurs qui vont clairement devoir performer et jouer beaucoup, autant en Euroleague qu'en Betclic Elite, donc ça c'est quand même un point d'interrogation, et j'ai un petit peu peur du facteur blessure en cours de saison, où l'Asvel pourrait être très grandement fragilisé si d'aventure il y a des pépins physiques qui commencent à s'enchaîner. Les pépins physiques, c'est très clairement mon troisième point. Je l'ai dit, il y a un backcourt qui est vieillissant avec Edwin Jackson, avec Nando De Colo, avec Thomas Hurtel, avec David Lighty. Ce sont tous des joueurs qui ont dépassé les 35 ans, voire un petit peu plus. Donc oui, il va falloir les gérer. Il va falloir aussi peut-être les gérer, surtout lorsque l'on joue 2 à 3 matchs par semaine. Et donc à côté de ça, il y a des rotations qui, certes, sont de bon niveau, mais vont aussi devoir montrer qu'elles vont être capables d'être compétitives et performantes sur 2 tableaux. Je pense à Adon Atamna qui va aussi avoir pour la première fois de
vraies responsabilités. Et comme je le disais, eh bien Melvin Aginsa va aussi devoir être plus régulier dans son apport et dans son niveau de performance. Enfin, et pour rester sur ce point-là, j'ai parlé de la reprise de blessure de Mbaye Ndiaye. Ça fait longtemps que Mbaye Ndiaye, eh bien, il n'y a pas eu une saison sans blessure. Il y a Armel Traoré qui est blessé et qui va reprendre, donc forcément, il va aussi falloir le gérer. Il ne va pas débuter les matchs à 100% lorsqu'il reprendra. Donc oui, il va quand même y avoir un très très gros travail à effectuer de la part à la fois de Pierrick Poupé, mais aussi du staff médical de l'ASVEL pour gérer vraiment les états de forme de l'effectif et permettre à l'ASVEL eh bien d'être performante. Enfin, mon dernier doute va constituer eh bien le secteur défensif avec un bas court, comme je le disais, certes vieillissant, mais aussi avec des profils de joueurs voilà, qui ne vont plus être capables de mettre les cannes pour assurer une bonne défense. Je pense à Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, c'est un formidable joueur, on l'a longtemps vu évoluer en Euroleague, en équipe de France. Ce n'est pas forcément le meneur qui va se mettre minable défensivement. En ce sens, eh bien, c'est un très bon point d'avoir su garder Shaquille Harrison, et peut-être qu'aussi, comme je le disais, Melvin Aginsa va aussi pouvoir essayer de combler des manques dans ce secteur-là. On a Nando De Colo aussi, c'est pareil. Voilà, on pourra avoir un duo Nando De Colo, Thomas Hurtel qui va beaucoup se faire cibler par la défense adverse. Donc j'ai l'impression globalement qu'il y a une perte au niveau défensif sur le bas-court comparé à la saison dernière avec Théo Malédon qui était capable très clairement de défendre, et puis aussi Paresli qui certes jouait un petit peu trop l'interception mais qui était aussi capable d'apporter dans ce secteur-là. Maintenant je vais parler de mes motifs d'espoir, autrement dit quels sont les éléments qui vont me faire cliquer sur les matchs de l'ASVEL cette année en Betclic Elite. Car oui, il y a quand même des joueurs d'une très très grande qualité, avec des CV eh bien, que l'on ne retrouve pas dans les autres clubs du championnat. Donc oui, il y a de grands joueurs, et forcément, je l'ai dit, si je baisse cette année à l'ASVEL dans mon classement, c'est tout simplement parce que j'ai un petit peu peur eh bien, de la gestion des organismes et du risque de blessure accrue entre l'Euroleague et la Betclic Elite. Et je pense clairement que l'ASVEL, avec la gestion de l'Euroleague à côté, eh bien, ne pourra pas être à 100% lors de ces matchs en Betclic Elite, et donc forcément va devoir lâcher des matchs. Mais au-delà de ça, quand on regarde chaque poste individuellement, Thomas Hurtel, Nando De Colo, Glyn Watson Jr., Melvin Aginsa, David Laeti, Zach Seljas, Armel Traoré, Mbaye Ndiaye, Bastien Vautier et Bodian Bassa. C'est un effectif qui, sur le papier, fait saliver et fait partie des meilleurs effectifs de la division. Ça, il n'y a clairement pas de doute là-dessus. Maintenant, le deuxième point que je vais aborder, et j'ai commencé à en parler lorsque j'évoquais le cas Glyn Watson Jr., c'est qu'il y a des paris audacieux qui ont été faits, mais qui peuvent s'avérer payants. Et c'est vrai que là, je ne parle pas forcément uniquement que de la Betclic Elite, mais aussi sur la scène européenne. Car oui, l'ASVEL a ciblé dans son recrutement eh bien, des joueurs qui sont sur la pente ascendante et qui ont très clairement le niveau pour jouer à l'avenir peut-être un petit peu au-dessus. Ce qui m'amène à un autre point, eh bien, c'est tout simplement la responsabilisation de ces joueurs-là qui sont sur une trajectoire de carrière plutôt ascendante. Melvin Aginsa, Zach Seljas, et puis tout simplement le duo de pivots Bastien Vautier, Bodian Bassa qui vont découvrir l'Euroleague aussi. Ça va leur faire beaucoup plus d'expérience. On sait que ce sont des joueurs qui sont très intéressants avec un certain potentiel, et le fait d'avoir aussi une rotation, un effectif un petit peu moins profond, avec à côté de ça des trentenaires bien tassés qu'il va falloir aussi ménager, ça veut aussi dire potentiellement des responsabilités plus importantes, et notamment en Betclic Elite, pour ces joueurs justement qui sont sur une trajectoire ascendante, et ça c'est un point très très positif, et je vais aussi grandement regarder l'ASVEL cette saison justement pour voir évoluer ces joueurs. Enfin, et c'est mon dernier point, eh bien il y a quand même de l'expérience à revendre dans cette équipe, et c'est vrai qu'avec l'ajout d'un joueur comme Thomas Hurtel, eh bien on vient rajouter encore une fois une dose d'expérience, et puis il y a de la continuité, avec quand même une base de joueurs qui évoluaient au club la saison dernière, avec un coaching staff aussi qui est conservé. Eh bien ça va permettre aussi à Pierrick Poupé de pouvoir s'appuyer sur un socle, sur une base de joueurs qui se connaît, et ça c'est quand même un élément assez positif et qui pourrait peut-être faire la différence en fin de saison notamment, car oui, sur la saison régulière ça pourrait être un petit peu compliqué, mais une fois que l'Euroleague, la saison régulière d'Euroleague sera terminée, ça va permettre aussi à l'ASVEL de faire un petit peu plus de jus et peut-être d'aborder les playoffs dans de meilleures conditions, avec un effectif qui sera au plus proche de 100% de ses capacités physiques. On continue avec maintenant le MSB que j'imagine peut-être classé à la 4e place de la prochaine saison. Alors pour commencer, quelques mots quand même sur la saison dernière du MSB, qui nous a offert une très très belle saison, pour une saison qui s'annonçait peut-être de transition et qui repartait sur un nouveau cycle qui a été extrêmement prometteur.
je parle de nouveau cycle? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu un nouveau coach à la tête de l'équipe du MSB, Guillaume Wizade, voilà, dont on a beaucoup parlé la saison dernière, et si effectivement ça a été quelque chose de prometteur, ce nouveau cycle qui s'entamait, eh bien tout simplement c'est que le MSB a performé, a été régulier toute la saison dernière, et surtout a remporté un titre, la Leaders Cup, et ça quand même, c'est quand même quelque chose de formidable, surtout lorsque l'on sait que le MSB évolue en effectif réduit avec les blessures de Tashan Thomas et de Noah Penda. Enfin, mon troisième point, qui a été aussi l'un des éléments marquants de la saison dernière, j'ai parlé d'un nouveau cycle qui s'entamait. Il y a eu de nouveaux joueurs également, et il y a aussi eu des joueurs qui ont explosé, qui ont révélé tout leur potentiel. Je pense notamment forcément en premier lieu à Trevor Hodgins, voilà, qui avait fini la saison avec Le Mans il y a 2 ans, sous les ordres de Elric Delors. Eh bien, il s'est tout simplement révélé aux yeux presque du monde entier la saison dernière, et notamment grâce à son adresse à 3 points qui est vraiment phénoménale. Il y a également eu d'autres joueurs, Noah Penda, qui disputait sa première saison à ce niveau-là et qui a été drafté à la fin de la saison. Il a su faire admirer toute sa polyvalence, sa combativité et également ses qualités de défenseur, que ce soit en termes d'interception mais également de contre. Et puis il y a aussi eu Léopold Delaunay qui a été très performant la saison dernière. Avant de parler du mercato, quelques mots sur les moyens financiers du club. Le Mans est l'une des institutions dans le basket français. C'est un club, voilà, qui est réputé, qui travaille bien, qui est très structuré. J'avais eu l'occasion également d'aller visiter leurs infrastructures et notamment Antares la saison dernière. C'est un club qui travaille bien, clairement, et qui fait partie des gros clubs français avec une grosse histoire, avec aussi plusieurs titres de champion de France. Et à ce titre-là, eh bien, Le Mans aussi dispose de moyens financiers très intéressants, très clairement en dessous des clubs d'Euroleague, mais avec le 6e budget et la 7e masse salariale la saison dernière, on est sur un club qui travaille dans la sérénité et surtout qui est très pérenne au niveau de ses moyens financiers. Moyens financiers qui ont permis au MSB de faire une intersaison de grande qualité. On va commencer par regarder les départs. Il y en a eu quelques-uns. Je vais commencer par parler bien de la perte de joueurs qui évoluaient au MSB depuis plusieurs saisons. Il y a tout d'abord le combo guard Abdoulaye Ndoye et puis Williams Naras qui avait signé sur du long terme avec le MSB, et bien qui après plusieurs saisons au club va découvrir un nouvel environnement du côté de la JDA Dijon. Un autre départ, et cette fois après une saison passée au club, il y a Trey Buchanan, voilà, l'arrière qui avait été élu MVP de la saison de Pro B avec La Rochelle, eh bien a découvert l'élite avec le MSB la saison dernière. Il a montré ses qualités au scoring, mais il ne poursuivra pas l'aventure avec le MSB. Il s'envole du côté de l'Allemagne où il fera équipe avec un ancien du championnat de France, l'ex-Choletais, Stephen Smith. Autre départ d'un joueur qui aura effectué une seule et unique saison du côté de la Betclic Elite, c'est celui de Noah Penda, donc qui a été drafté au second tour de la draft par les Orlando Magic. Un départ qui aura permis au MSB de récupérer un buyout intéressant, et on verra qu'ils l'ont très bien utilisé. Autre départ, celui de Wes Dreamer, qui a terminé la saison au MSB pour compenser la blessure de Tashan Thomas. Et enfin, il y a aussi le départ en prêt de Loïs Grassoff, l'ailier, qui sera prêté du côté de Aix-Maurienne en Elite 2 la saison prochaine. Du côté des recrues, eh bien, je vais commencer par Hugo Doumbia, qui avait été signé par le MSB et prêté dans la foulée en Elite 2. La saison dernière, il évoluait du côté de Vichy, où il a effectué une très belle saison. Il a montré toute son activité. Il va renforcer les lignes arrière du MSB. Autre joueur qui évoluait en Elite 2 la saison dernière, c'est Shannon Boggs, qui a clairement été resplendissant avec l'équipe surprise de la division l'ASA. Il a effectué une saison à 17 ou 18 points de moyenne. Il a pu montrer ses qualités de slasher, un joueur qui peut être très agressif vers le cercle, et donc qui va constituer un renfort aussi assez différent dans le profil de celui de Trey Buchanan sur les lignes arrière. Lignes arrière également renforcées par la présence de Johnny Beran-Meskel, le shooter canadien que l'on avait vu évoluer du côté de la Chorale de Rouen et de Gravier-Dunkerque. Je serai amené à reparler de son cas. Sur les lignes arrière, il y a aussi le recrutement d'un international portugais que l'on voit évoluer à l'Eurobasket cet été, Travante Williams. Et enfin, la raquette est également renforcée avec la présence de 2 autres anciens pensionnaires d'Elite 2, Lucas Duféal, qui était le coéquipier l'année dernière de Hugo Doumbia du côté de Vichy, et enfin de Jonathan Jeanne, un ancien de la maison qui évoluait sur les 2 dernières saisons du côté du Poitiers Basket 86. Le roster est donc complet pour le MSB cette saison, et vous le voyez, ce qui a aussi été l'un des gros coups durs cet été, ça a été la blessure de Léopold Delaunay, qui après sa formidable saison, eh bien, était voué à avoir un rôle encore plus important, je
je pense, dans l'effectif de Guillaume Wizard. Il s'est blessé malheureusement assez gravement en disputant la Summer League avec les Warriors. Léopold Delaunay donc ne jouera probablement pas de la saison 2025-2026 et pour le remplacer, Guillaume Wizard et Vincent Loriot ont donc ciblé Johnny Beran-Meskel qui vient avec un profil totalement différent de celui de Léopold Delaunay. Dans le reste de l'effectif, il y a des joueurs qui sont restés, à commencer par Trevor Hodgins. Le Mans a pu se servir du buyout reçu par la draft de Noah Penda pour proposer une rallonge à Trevor Hodgins et donc pour pouvoir le conserver, ce qui nous satisfait tous énormément vu le talent et le shoot du bonhomme. Autres joueurs qui sont restés, il y aura de la continuité puisque globalement sur chaque poste des joueurs sont restés. Il y a David Dilio qui sera toujours là la saison prochaine, tout comme Tashon Thomas et enfin le capitaine de l'effectif Will Yegete. Donc dans l'ensemble, on a un roster qui est vraiment très complet, qui me semble très compétitif et c'est d'ailleurs assez marrant de voir que cet effectif-là semble renforcé par rapport à celui de la saison dernière, tout en intégrant aussi beaucoup de joueurs qui proviennent d'Elite 2, donc de la division inférieure, que ce soit avec Hugo Doumbia, Lucas Dufial, Jonathan Jeanne et Shannon Boggs. On est sur 4 recrues qui nous proviennent d'Elite 2. Pour le coup, c'est vrai que ça prouve qu'avec des joueurs qui jouent à un niveau inférieur, on peut renforcer un effectif qui se veut très compétitif en Betclic Elite. Je vais maintenant commencer à parler des joueurs que je vais attentivement suivre du côté du MSB la saison prochaine et je vais commencer par celui qui a souvent porté le MSB sur ses épaules la saison passée, l'américain Trevor Hodgins. Trevor Hodgins, très clairement, je ne pensais pas que le MSB serait en capacité de pouvoir le conserver. J'aurais pu l'imaginer dans un club comme Lasvel, qui a l'habitude de recruter les joueurs dominants en Betclic Elite. C'est donc une très belle surprise de voir revenir Trevor Hodgins du côté du MSB, un club et donc un environnement dans lequel il a performé, et très clairement, je vais attendre qu'il fasse au moins aussi bien que la saison dernière. Faire mieux, ça va être très compliqué, notamment en termes d'adresse, qui est sa qualité principale, parce qu'il avait quand même un sacré pourcentage l'animal la saison dernière, et donc forcément, il va être surveillé comme le lait sur le feu. C'est donc une assurance tout risque pour le MSB qui déjà, va conserver une menace exceptionnelle sur le tir longue distance, qui va aussi permettre de créer de l'espace pour ses coéquipiers, car oui, on ne peut pas laisser Trevor Hodgins avec 1 mètre par rapport à son défenseur, il va falloir sortir dessus. Ça va créer des espaces notamment pour Shannon Boggs qui est un meneur assez complémentaire, un arrière assez complémentaire de Trevor Hodgins. Et puis forcément, on a vu à quel point Trevor Hodgins il était bien acclimaté au système de Guillaume Wizard et donc ça va permettre de garder de la continuité aussi dans l'installation des systèmes par rapport à l'année dernière. Le deuxième joueur que je vais suivre attentivement, c'est Lucas Dufial. On le sait, Guillaume Wizard aime former et développer des joueurs. On l'a vu du côté de Vichy avec Ilias Kamardine, avec Noah Penda, avec Lucas Dufial et donc Lucas Dufial il va retrouver son ancien coach qui a aussi su faire exploser, on va dire comme ça, Noah Penda la saison dernière, et donc sans dire que Lucas Dufial aura la même trajectoire que Noah Penda. Lucas Dufial, c'est un joueur qui est aussi extrêmement prometteur, qui va venir aussi avec d'autres qualités que celles de Noah Penda. C'est vraiment un ailier fort de métier. Il a montré son développement la saison dernière du côté de Vichy, avec, je dirais pas une évolution et une progression offensive de tous les instants. Par contre, il a montré que ça pouvait être un playmaker et aussi, à l'instar de Noah Penda, un joueur qui peut vraiment noircir toutes les cases statistiques, avec un très fort impact défensivement. On sait, il a un excellent timing, une grosse détente. Il va faire énormément de contres cette saison. C'était le meilleur contreur de Pro B la saison dernière. Il va avoir aussi un impact au rebond et puis il va aussi falloir qu'il travaille aussi offensivement sur son toucher, sur son shoot. C'est un secteur qu'il va devoir travailler pour devenir aussi une menace offensive un petit peu plus constante. Et pour le coup, je n'ai aucun doute sur l'impact que va avoir Lucas Dufial dans cette équipe et je vais forcément surtout regarder aussi ses progrès dans le secteur offensif. Il a une belle qualité de passe qu'il a montré et aux côtés d'un pivot comme Will Yegete qui lui aussi a une très belle vision du jeu, je pense que Lucas Dufial il va aussi pouvoir augmenter son potentiel offensif, pas forcément uniquement sur son efficacité au tir et sur sa capacité à pouvoir s'écarter à 3-4 mètres, mais aussi dans la vision du jeu. Et à côté de Will Yegete, il aura un très bon modèle. Enfin, et pour continuer sur la raquette, le deuxième joueur que je vais suivre, c'est Jonathan Jeanne. Lui aussi évoluait du côté de l'Elite 2 la saison dernière avec le Poitiers Basket 86. C'est un retour au club pour Jonathan Jeanne qui a été formé au MSB et très clairement, si je vais le suivre, c'est parce qu'il va offrir quelque chose que ne possédait pas la saison dernière le MSB, c'est-à-dire de la taille, puisque le MSB avait une raquette relativement petite la saison dernière. Jonathan Jeanne qui fait plus de 2,15 m, il va apporter vraiment cette présence très verticale dans la raquette.
sa dissuasion, et très clairement, eh bien, c'est quelque chose, c'est une arme que ne possédait pas le MSB la saison dernière. Une chose qu'on a assez peu vue la saison dernière, c'était le fait de pouvoir s'appuyer sur un pivot qui était grand et en capacité d'aller capter des logs en très haute altitude. Ça va être le cas avec Jonathan Jahn, et donc ça va constituer aussi une arme offensive supplémentaire pour le MSB, sans parler de l'impact forcément défensif qu'il va avoir, et aussi de la présence au rebond qu'il va pouvoir renforcer dans une raquette qui sera beaucoup plus haute et aussi encore plus athlétique, je pense, que la saison dernière. Je vais maintenant parler de mes incertitudes et de mes craintes au sujet de la saison à venir pour le MSB. Je vais commencer par un point qui est une question. Ce n'est pas un doute, c'est une question. Après la formidable saison que nous a fait le MSB, donc je le rappelle quand même, une très très belle 6e place, une saison très régulière où le MSB, très clairement, je pense, a surpris beaucoup de monde, et surtout, le MSB a remporté la Leaders Cup et a disputé également la finale de la Coupe de France. Donc une saison réussie à peu près sur tous les tableaux pour le MSB. Donc très clairement, ma question, c'est la suivante. Est-ce que le MSB peut être en capacité de faire aussi bien, voire mieux? J'ai l'impression qu'ils peuvent le faire, mais c'est vrai que c'est bien d'être ambitieux, mais est-ce réaliste pour autant? Avec, on le sait, une Betclic Elite qui est un championnat très très dense, très homogène, avec 3 équipes d'Euroleague aussi qui, pour certaines, ont peut-être un petit peu sous-performé en fin de saison. Est-ce que le MSB peut faire aussi bien? Faire aussi bien, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, est-ce que ça veut dire remporter un trophée? On sait que c'est très très compliqué, et souvent ce sont les clubs d'Euroleague qui raflent quand même la mise sur à peu près tous les trophées. Est-ce que ça veut dire de se qualifier directement pour les playoffs? Est-ce que ça veut dire d'aller loin en compétition européenne? Parce que oui, le MSB la saison prochaine va disputer la BCL. Est-ce que ça veut dire disputer une finale? Est-ce que ça veut dire aller loin en Leaders Cup? Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour le MSB de faire une bonne saison la saison prochaine? Car oui, ça risque quand même d'être compliqué d'avoir un trophée la saison prochaine, ou en tout cas d'être compétitif et d'aller loin sur tous les tableaux dans lesquels le club sera engagé. Mon deuxième point, et c'est plus une crainte au début de la saison, mais qui pourrait assez vite être levée, c'est que je pressentais quand même un très gros rôle la saison prochaine pour Léopold Delaunay, malheureusement qui s'est blessé pour la quasi-totalité de la saison. Donc oui, je pense que c'est un très gros coup dur, et on l'a vu, donc le remplaçant de Léopold Delaunay, c'est Johnny Beran-Meskel, qui va venir avec des qualités qui sont très différentes de celles de Léopold Delaunay. Johnny Beran-Meskel, eh bien, c'est surtout un joueur à vocation offensive avec une capacité de création intéressante, et surtout qui va pouvoir aussi amener un petit peu plus d'adresse extérieure, un petit peu plus de menace. Ça veut peut-être aussi dire que le profil de Léopold Delaunay en soi est très compliqué à remplacer, parce que c'est un joueur qui a un profil un petit peu unique, donc forcément, eh bien, Vincent Loriot et Guillaume Buzade ont dû aussi faire avec ce qu'il y avait sur le marché. En tout cas, oui, c'est un joueur dont la perte va faire, je pense, assez mal à cet effectif du MSB. C'est un joueur qui est capable d'impacter, de très bien défendre sur les meilleurs extérieurs adverses, un joueur qui est très vite capable de se projeter en transition, qui est capable d'amener dans plein de secteurs du jeu différents, et surtout, on l'a vu, et notamment à la Leaders Cup, un joueur qui est aussi capable, eh bien, de prendre la main à certaines occasions pour décharger aussi Trevor Hodgins. Et c'est vrai que Johnny Beran-Meskel, eh bien, je n'imagine pas forcément reprendre ce rôle de prendre la main sur certaines séquences, et donc à ce titre-là, il va aussi falloir que d'autres joueurs dont ce n'était peut-être pas forcément autant prévu, eh bien, prennent ce rôle-là, et je pense notamment à Hugo Doumbia et surtout à Shannon Boggs. Donc oui, de par l'impact que peut représenter Léopold Delaunay sur plein d'aspects du jeu différents, à ce titre-là, oui, forcément, c'est un gros coup dur pour le MSB, même si forcément, elles se sont dotées et ont renforcé de plus de menaces offensives avec Johnny Beran-Meskel. Le dernier point maintenant que je vais aborder, je l'ai dit, Le Mans va disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors oui, la saison dernière, si le MSB a été aussi performant sur tous les tableaux, eh bien c'est aussi peut-être parce que le MSB ne disputait pas de Coupe d'Europe et pouvait donc se concentrer à la fois sur les matchs de championnat où le MSB, il faut le rappeler, a été très compétitif face aux équipes du top 5. Et donc cette saison, avec 2 matchs par semaine, il va aussi falloir gérer les organismes, ce qui n'est pas toujours très simple, et forcément il va y avoir un risque peut-être accru de pépins physiques, de blessures, et il va falloir forcément gérer les niveaux d'intensité, et on sait à quel point le jeu pratiqué par Guillaume Buzade est assez demandeur justement en termes d'intensité et d'effort. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, j'en ai parlé dans mes joueurs à suivre, il y a quand même l'assurance d'avoir conservé Trevor Hodgins. C'est une assurance parce que Trevor Hodgins, eh bien c'est tout simplement l'un des meilleurs shooters du championnat. C'est un joueur qui est capable de faire gagner des matchs à lui tout seul, c'est un joueur aussi qui va permettre d'étirer les défenses et de créer des espaces, je le disais, pour ses coéquipiers, et notamment pour Shannon Boggs qui, à mon sens, possède une capacité de drive et de slash qui est supérieure à celle qu'avaient les extérieurs du MSB la
saison dernière. Donc oui, conserver Trevor Hodgins, eh bien c'est quand même quelque chose de très positif aussi pour la crédibilité du projet que veut installer le MSB. Le deuxième point, et c'est vrai que j'en ai relativement peu parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a Guillaume Bizade, et Guillaume Bizade, eh bien sur son début de carrière, que ce soit du côté de Vichy ou de sa première saison en élite avec le MSB la saison dernière, il a montré que c'est un coach qui sait faire, il a montré que c'est un coach qui a la culture de la gagne, c'est un coach qui a un vrai projet, qui sait aussi développer et faire progresser ses joueurs, et à ce titre-là, eh bien c'est quelque chose, je pense, de très rassurant pour le board et l'encadrement Manceau, et aussi pour les joueurs. On est sur un coach qui est pédagogue, qui sait créer de la proximité avec ses joueurs, mais qui sait aussi être dans la rigueur, et donc oui, avoir à la tête de l'équipe un coach comme Guillaume Bizade et son staff également, un coach très clairement qui sait où il veut aller et qui a construit un effectif en accord avec Vincent Loriot, toujours en adéquation avec les valeurs qu'il a envie d'insuffler à son équipe, c'est quelque chose de très positif et rassurant pour la saison à venir. Le troisième point, et j'ai commencé à l'évoquer avec le remplacement de Léopold Delaunay par Johnny Beran-Meskel, c'est que le MSB va se doter autour de Trevor Hodgins de plusieurs menaces extérieures, de plusieurs menaces à 3 points, ce qui va aussi permettre de décharger un petit peu l'attention des défenseurs, non pas uniquement sur Trevor Hodgins, et ça, peut-être que ça pourra aussi laisser un petit peu plus d'espace à Trevor Hodgins. Je pense notamment à David Dilio, qui a aussi une faculté à pouvoir être très adroit sur le poste 3 et sur le poste 4, et forcément Johnny Beran-Meskel, on le connaît, c'est un joueur qui peut être extrêmement aussi adroit à 3 points. Donc oui, la saison dernière, l'adresse extérieure reposait parfois peut-être un petit peu trop sur Trevor Hodgins. Là, il y aura vraiment sur plusieurs postes des joueurs qui vont être capables de prendre feu, et ça c'est quand même quelque chose de très positif. Enfin, et j'en parlais aussi avec notamment Jonathan Jagne, il y aura quand même une raquette qui va avoir beaucoup plus de centimètres et qui va être encore plus dissuasive, forcément avec la taille de Jonathan Jagne, mais aussi avec l'apport de Lucas Duféal, qui est un excellent contreur, meilleur contreur, je le disais, de Pro B la saison dernière. Donc globalement, une équipe qui va disposer de plus d'armes offensives, notamment sur le shoot extérieur, et une équipe aussi qui va avoir une raquette un petit peu plus complémentaire que la saison dernière, avec plus de taille, donc une capacité aussi à pouvoir encore plus maîtriser le rebond, et une raquette aussi encore plus dissuasive, notamment défensivement, avec l'ajout de Jonathan Jagne et de Lucas Duféal. Donc dans l'ensemble, une équipe qui me semble très complémentaire, et c'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup parlé de Travante Williams, c'est un joueur qui, je pense, va être assez sous-coté, mais on a pu admirer toutes ses qualités à l'Eurobasket, un joueur qui peut être très dense physiquement, un joueur aussi qui va faire beaucoup d'interceptions et qui est un très bon défenseur, donc très clairement un bon liant, je pense, pour une équipe. Ça y est, on aborde maintenant le podium et je vais parler de la JL Bourg qui donc aura réussi peut-être à l'issue de la saison à se hisser à la 3e place du championnat. La JL Bourg, on le sait, c'est un club qui se structure d'année en année, qui est un modèle pour bon nombre de clubs du basket français. C'est une équipe aussi qui performe et se stabilise dans le haut du tableau saison après saison. Et encore une fois, la saison dernière, la JL nous a crédité d'une très belle 5e place. Un deuxième élément qui aura été aussi très marquant pour le club de la JL la saison dernière, c'est de posséder dans ses rangs tout simplement le sélectionneur de l'équipe de France, puisque oui, Vincent Collet n'est plus le coach, le sélectionneur de l'équipe de France, c'est donc Frédéric Fautou qui a été promu à la tête de l'équipe de France. Ça reste quand même un événement et une belle consécration à la fois pour Frédéric Fautou, mais aussi pour son club, la JL Bourg. Enfin, mon dernier point, je parlais effectivement du fait que la JL Bourg était un club qui arrivait petit à petit à se stabiliser dans le championnat français. On est quand même sur un club qui donne la sensation d'être si près et en même temps si loin des équipes d'Euroleague, avec forcément des matchs où la JL arrive très clairement à jouer les yeux dans les yeux avec ses équipes, mais on sent quand même que les équipes d'Euroleague disposent de moyens supplémentaires, disposent aussi de joueurs de calibre supérieur, de plus d'expérience aussi, et même si la JL est compétitive face à l'Asvel, Paris et Monaco, souvent la JL perd. Et ça, c'est un point sur lequel il va falloir remédier dès la saison prochaine. Le développement de la JL Bourg, j'en parlais, et c'est vrai que c'est un club qui arrive à très bien se structurer et qui arrive aussi à se hisser parmi les clubs qui comptent financièrement dans la division. En témoigne, la saison dernière, la JL était le 4e budget et la 4e masse salariale de la division, bien en dessous quand même des clubs d'Euroleague, mais la JL possède maintenant une puissance aussi financière et économique qui les place tout simplement dans les clubs qui comptent et qui sont les plus puissants de la division.
millions. Malheureusement, cette puissance financière ne leur a pas permis de conserver certains joueurs parce que oui, ça a été une véritable hécatombe à l'intersaison avec pas moins de 12 joueurs qui sont partis. Parmi les départs notables, j'ai notamment envie de commencer par deux joueurs, Hugo Benitez et Maxime Courby. Hugo Benitez, c'était le symbole de la formation bressane, un joueur qui a été formé à la JL, à l'Académie des meneurs. C'était forcément le premier joueur auquel je pensais quand je pensais à la JL Bourg. Et bien Hugo Benitez, il va concrétiser son rêve puisqu'il a signé en Espagne. Voilà, on sait qu'il a des origines catalanes, il va donc pouvoir évoluer en ACB la saison prochaine. Un grand bravo pour son parcours à la JL et je ne serais très clairement pas surpris si un jour on le revoit revenir à Bourg-en-Bresse. Autre départ notable dont je parlais, c'est Maxime Courby. Je ne sais pas combien d'années Maxime Courby a évolué à la JL Bourg, on doit pas être loin des 10 ans. Maxime Courby, voilà, il fait partie des murs, c'est clairement un ancien, un historique de la JL Bourg. Il a connu ces dernières saisons des pépins physiques et malheureusement ça a été annoncé cet été. S'il y avait encore le doute qui planait sur la prolongation pour une dernière saison de Maxime Courby, physiquement, eh bien, le joueur ne va pas être capable d'assumer ces dernières saisons et donc il quitte la JL la tête haute et sans nul doute la saison prochaine il y aura un très bel hommage qui lui sera rendu. Parmi les autres départs, eh bien, il y a un petit peu de tout. Il y a à la fois des joueurs qui ont prouvé la saison dernière qu'ils étaient très performants tant en championnat que sur la scène européenne, comme Joël Ayayi et Jordan Usher, forcément, qui ont été très compliqués à conserver pour la JL Bourg. Et puis, il y a aussi des joueurs qui sont arrivés en cours de saison pour compenser des départs, qui ne sont pas restés, comme Ty Webster, comme Gauthier Denis. Et il y a aussi des départs, voilà, de joueurs qui sont amenés à évoluer à un niveau supérieur, qui ont forcément été difficiles à conserver, notamment Xavier Castaneda, voilà, qui était le leader offensif de l'équipe la saison dernière. Il s'est blessé, malheureusement, on ne l'aura pas vu terminer la saison du côté de la JL, mais il a montré sur le tiers de la saison où il a été présent que c'était un joueur avec des capacités vraiment offensives supérieures. Avec tous ces départs, il a donc fallu quasiment totalement reconstruire une équipe et donc François Lamy s'est attelé au recrutement et j'en profite d'ailleurs au passage pour souligner, on va dire, la qualité de communication dont fait preuve la JL Bourg sur ses annonces de recrutement puisqu'on a toujours le mot de François Lamy, donc pour expliquer en quelque sorte pourquoi la JL s'est intéressée à tel ou tel recrue, à tel ou tel profil de joueur qui a été recruté. Et ça, c'est aussi très chouette en tant qu'observateur de pouvoir être plongé un petit peu dans les coulisses, on va dire, du recrutement et de comprendre vraiment aussi l'osmose et la complémentarité qui est recherchée dans les profils de joueurs. Donc pour monter cette équipe, je vais tout simplement dérouler la liste des joueurs et j'en parlerai en affichant le roster final. Il y a eu Darius Magui, le meneur qui a été recruté, William McDowell-White qu'on a vu évoluer la saison dernière du côté de l'Alba Berlin, notamment en Euroleague, Assemian Moularé en provenance d'Elite 2, Anthony Labanca en provenance de Nancy, Narcisse Ngoy qui a été signé et qui a été prêté dans la foulée au Poitiers Basket 86, Adam Mokoka, le français qu'on connaît bien, qui avait évolué du côté du BCM Gravelines notamment, Bodgash, Ricky Lindo, JT Chumet, Trey Mitchell et enfin Yvan Mbaya qui de son côté eh bien, va faire la transition en passant de l'ASA en Elite 2 à la Betclic Elite. Un roster donc avec énormément de nouvelles têtes puisqu'il n'y a que 2 joueurs qui sont restés par rapport à la saison dernière, Kevin Kokila, le poste 5 angolais qui a d'ailleurs remporté eh bien, l'Afrobasket cet été avec l'Angola, et puis Adrian Nelson, et ça c'est un petit peu le crève-cœur de cette intersaison. Adrian Nelson, c'était l'un des rares joueurs à avoir prolongé. Après une très belle première saison du côté de la JL, eh bien, il avait montré des qualités et je pense qu'il allait avoir un rôle encore plus important cette saison et notamment offensivement. Eh bien, malheureusement, il s'est gravement blessé, il ne jouera pas de la saison, il a donc été remplacé par JT Shumate, un poste 4-3 qui possède un profil très différent de Adrian Nelson avec beaucoup plus de capacité offensive sur le shoot extérieur, ce qui vient peut-être aussi combler une lacune qu'a identifié François Lamy et Frédéric Fautou sur cette fin de mercato. Sur le reste de l'effectif en tout cas, on voit qu'il y a un très bon mix et un recrutement qui a été très cohérent et très complémentaire qui a été fait avec voilà, des joueurs qui ont des capacités offensives supérieures et très intéressantes. Je parlais de Xavier Castaneda la saison dernière qui arrivait en provenance de Grèce avec lui aussi des capacités offensives supérieures. Ça va être le cas aussi avec Darius Magui cette année qui possède le profil d'un meneur petit mais très explosif et surtout avec un vrai bras. Très clairement, ça ne m'étonnerait pas qu'il enchaîne les cartons un petit peu à l'image de ce qu'a pu faire Xavier Castaneda la saison dernière, mais peut-être en étant encore plus régulier offensivement et avec une capacité à prendre feu qui sera encore peut-être supérieure. Pour l'accompagner sur les lignes arrières, on a un joueur qui va connaître une sacrée promotion, c'est Assemian Moularé. Assemian Moularé, on l'a vu évoluer sur les 2 à 3 dernières saisons du côté de la JA Vichy. Il a très clairement passé un cap la saison dernière en étant l'un des meilleurs joueurs de Vichy et d'Elite 2. Il dispose de qualités athlétiques qui sont très
très impressionnante. On a pu aussi admirer ses qualités cet été du côté de l'Afrobasket avec la Côte d'Ivoire. Assemion Moulare, ça va donc être très intéressant à suivre la saison prochaine. Est-ce qu'il va réussir à passer le cap? Je n'en doute absolument pas, et il sera aussi accompagné sur le secteur extérieur par Anthony Labanca, qui lui aussi va connaître une belle promotion. On le sait, c'est un joueur qui va amener ses qualités d'adresse, voilà, qui va être capable, je pense, d'être efficace sur des temps de jeu un petit peu plus courts que ce qu'il pouvait avoir du côté de Nancy. Et puis il y a William McDowell-White qui lui, dans le profil, eh bien, va aussi pouvoir osciller entre le poste 2 et le poste 1, et je pense que dans son profil, eh bien, il va peut-être aussi amener le QI basket qui est parti du coup à l'intersaison avec le départ de Hugo Benitez. William McDowell-White, il aura peut-être le rôle un petit peu de gestionnaire dans cette équipe. C'est un profil, voilà, qui va être très intéressant, le joueur australien, un joueur à suivre sans nul doute. Sur le poste 3, pour le coup, on aura des profils très différents et très athlétiques, des joueurs qui vont avoir des capacités assez différentes de celles de Jordan Escher et de Maxime Courby la saison dernière, mais voilà, avec une densité physique athlétique très intéressante, et aussi avec un petit peu de shoot, hein. Adam Mokoka, c'est vrai qu'il progresse dans ce domaine-là, et puis c'est vrai que le sud-soudanais Botgash aussi va pouvoir amener son côté élégant, délié, et sa qualité de shoot qui semble très intéressant. Et enfin, dans la raquette, je parlais du profil du remplaçant d'Adrian Nelson, JT Shumet, qui va amener lui aussi son spacing et sa capacité à pouvoir étirer les lignes extérieures, un profil très complémentaire de Ricky Lindo, qui lui est un profil plus vertical, très athlétique, qui va moins s'écarter pour prendre des tirs, mais qui sera sans nul doute bien l'un des joueurs à suivre de cette saison du côté de Bourg-en-Bresse. Et enfin sur le poste 5, bien Trey Mitchell a un profil qui semble assez polyvalent et assez complémentaire de Kevin Kokila, et Ivan Mbaya va arriver. C'est un joueur qui va être capable de mettre la balle au sol, qui dispose aussi d'une vision du jeu et d'une qualité de passe très intéressante, qui va être capable de créer des décalages aussi pour ses coéquipiers. Donc j'ai très hâte et je suis très intrigué par le profil de Trey Mitchell. Puis ensuite, voilà, Kevin Kokila connaît sa capacité à impacter les intérieurs adverses, on connaît sa capacité à prendre des rebonds, à se sacrifier pour le collectif. Et puis Ivan Mbaya vient prendre le rôle du troisième pivot, donc c'est aussi intéressant de voir que la AJL vient densifier aussi sa rotation intérieure. La AJL, qui évoluera toujours en Eurocoupe la saison prochaine, va venir, voilà, apporter aussi de la polyvalence, de la complémentarité, et un joueur qui est aussi sur la pente ascendante, qui va venir progresser et qui sort d'une très belle saison du côté de l'ASA, où il a notamment montré toute sa puissance physique et sa capacité aussi à assurer et à stabiliser le secteur du rebond. Parlons maintenant des joueurs à suivre, et le premier joueur dont je vais parler, eh bien sans surprise, c'est le poste 1 américain qui a été signé par la GL cet été, Darius Magee. Alors Darius Magee, oui, c'est un très gros coup, c'est un meneur tout simplement qui était énormément convoité à l'intersaison, et donc la GL a signé un grand coup cet été en signant ce joueur qui évoluait du côté de Bonn la saison dernière, et ça c'est déjà peut-être un élément qui doit vous mettre la puce à l'oreille, hein, puisque je vous rappelle que Bonn, ces 2 dernières saisons, eh bien, avait comme meneur TJ Shorts, je pense que vous connaissez très bien, et l'année dernière, le meneur de Bonn, enfin il y a 2 ans plutôt, c'était Glynn Watson Jr., qui a aussi été un meneur très dominant la saison dernière avec le BCM Gravelines. Donc forcément, dans la tradition de ces meneurs de petite taille mais très fort offensivement, il y a maintenant Darius Magee qui va évoluer la saison prochaine du côté de la JL Bourg. C'est un meneur de petite taille, voilà, avec des capacités offensives que je disais très développées, un joueur très adroit à longue distance. Il sera, je pense, sans nul doute l'un des meilleurs shooters à 3 points de notre championnat. Il va falloir qu'il trouve de la régularité, et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que la constitution du backcourt, donc des lignes arrière, me semble très complémentaire. Sa taille peut être une limite, et notamment défensivement, et c'est aussi en ça que bien des joueurs comme Assemion Moulare ou William McDowell-White, voilà, qui sont des gabarits plus imposants, plus physiques, vont être aussi en capacité de pouvoir, on va dire, compenser les manques et les lacunes défensives de Darius Magee. En tout cas là, il y a un très gros client offensif, et sans nul doute, ça va être l'une des raisons pour lesquelles il va falloir cliquer sur les matchs de la JL Bourg cette année. Autre joueur très intéressant et qui va être l'une des raisons pour lesquelles je vais regarder les matchs de la JL, c'est Ricky Lindo. Ricky Lindo, lui aussi, il était très convoité à cette intersaison, et donc c'est une belle pioche de la part de la JL Bourg. C'est un intérieur qui va être capable de jouer sur les postes 4 et sur les postes 5, et il est décrit par François Lamy comme un avion de chasse. Donc ça, déjà, ça nous donne directement envie de regarder les prestations de Ricky Lindo. Ricky Lindo, la saison dernière, il évoluait en Israël, il pesait 13 points, 7 rebonds et 1 contre de moyenne. Il a été formé en NCAA, il a un passeport panaméen. Très clairement, c'est un joueur qui va être assez complémentaire là aussi du reste de la raquette. C'est un joueur qui forcément, quand on le décrit comme avion de chasse, est très
très athlétique et donc il va aussi être très complémentaire de sa rotation, JT Shumate qui lui sera beaucoup plus porté sur le tir extérieur. Et donc avec sa capacité à Ricky à pouvoir jouer aussi sur le poste 5, ça promet aussi de belles associations et options tactiques différentes pour Frédéric Fautou. Abordons maintenant mes incertitudes et les craintes que je vais avoir pour la JL. Sans surprise, eh bien le premier élément que je vais pointer, c'est un manque de continuité qui n'était pas forcément désiré, mais le constat est là, il y a eu 10 nouveaux joueurs dans cette équipe et donc forcément il y a un collectif à reconstruire totalement. Donc oui, même si on le voit déjà sur cette pré-saison, ça semble déjà bien tourner du côté de la JL, eh bien peut-être qu'il va falloir malgré tout un petit peu de temps pour mettre en place eh bien tout simplement les systèmes et le jeu qu'a envie de prôner Frédéric Fautou. Ce qui m'amène donc à parler du second point, est-ce qu'il est possible de performer sans continuité ? Forcément, j'ai envie de vous dire, oui, c'est très clairement possible de performer sans continuité, mais c'est quelque chose qui pourrait s'avérer difficile si d'année en année on reconstruit quasiment totalement un effectif. Donc forcément, oui, ça pourrait mettre un petit peu plus de temps pour développer une alchimie collective. Maintenant, on le sait, pour un club comme la JL, et j'ai commencé à le dire aussi un petit peu pour l'Asvel, eh bien on est sur un club qui est un club tremplin, voilà, qui dispose de moyens financiers assez intéressants, en tout cas assez intéressants pour recruter des joueurs qui sont vraiment sur une trajectoire de carrière ascendante, mais pas forcément ensuite pour pouvoir les conserver, puisque lorsque ces joueurs-là effectuent de grosses saisons, eh bien c'est très compliqué pour un club comme Bourg-en-Bresse de pouvoir les conserver quand ces joueurs-là ont peut-être le potentiel d'évoluer plus haut, c'est-à-dire en Euroleague. On l'a vu la saison dernière avec Jordan Usher, même s'il n'a pas rejoint un club d'Euroleague, eh bien peut-être qu'il aurait pu prétendre à une place dans ce club-là. Il y a 2 ans avec Isaiah Mike, et puis la saison dernière aussi avec Joel Ayayi, qui après une fin de saison exceptionnelle, eh bien n'a pas pu être conservé et assigné au Paris Basketball. Donc oui, c'est une question aussi que je me pose, avec un renouvellement quasiment total de l'effectif, et malgré un mercato qui me semble très intéressant, très impressionnant aussi, avec beaucoup de cohérence, est-ce qu'il est possible quand même de performer sans aucune continuité dans l'effectif? Enfin, et mon dernier point, c'est aussi l'absence de Frédéric Fautou pendant la préparation, et pour une bonne raison, tout simplement, puisque Frédéric Fautou, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, c'est aussi un élément qui me fait dire que oui, il n'y a pas de continuité, et que peut-être il pourrait y avoir un mini retard à l'allumage, tout simplement parce que le coach, quand même, qui est, on va dire, la pièce centrale pour faire jouer son équipe et imposer ses idées, eh bien, n'est pas présent. Et oui, on le sait, en plus, il y avait eu un adjoint, voilà, qui a été licencié par le club en début de saison, ce qui a entraîné le retour, il me semble, de Jean-Baptiste Lecronier pour assurer la transition. Donc oui, c'est aussi un élément sur lequel j'ai un doute et j'ai une crainte. On l'a vu sur les dernières saisons avec Vincent Collet, notamment du côté de la SIG Strasbourg, ou même de Pascal Donadieu avec Nanterre. Parfois, eh bien, c'est vrai que leurs équipes, eh bien, avaient un petit peu de mal à se mettre en route en début de saison, ce qui semble aussi assez logique. Donc, quel sera le niveau de performance de la JL Bourg en début de saison? C'est quelque chose que je vais observer avec grand intérêt parce que, en tout cas, sur le papier, très clairement, la JL Bourg a moyen d'être sur le podium cette saison. Maintenant, du côté de mes motifs d'espoir, et j'ai déjà longuement parlé quand même de certains points, le premier, c'est qu'on est, comme je l'ai dit, sur un recrutement qui me semble très cohérent et surtout très complémentaire dans les profils, avec aussi un roster qui est assez long et assez profond, et notamment avec une belle densité sur le poste 5, de la polyvalence dans les profils, et ça c'est mon deuxième point, avec des postes donc qui sont soit doublés, soit triplés, avec beaucoup d'options et beaucoup de joueurs qui sont capables d'évoluer sur les deux positions, que ce soit du côté du secteur extérieur, mais aussi sur le secteur intérieur, ce qui va permettre aussi eh bien, de gérer les temps de jeu, de gérer effectivement l'effectif entre l'Eurocoupe et la Betclic Elite, et puis forcément aussi de pouvoir composer avec les aléas d'une saison, c'est-à-dire les problèmes de gestion de faute au cours des matchs, mais aussi des blessures. Mon troisième point, c'est une force offensive et athlétique que je trouve très impressionnante. La saison dernière, la JL Bourg n'était pas la meilleure équipe en termes d'adresse extérieure. Cette saison, avec bien Darius Magui, avec JT Shumate et avec Anthony Labanca, ça promet une équipe qui va être capable d'artiller de loin, et dans les soirs où la JL commence à prendre chaud, ça peut faire vite très mal. Et sur le potentiel athlétique, j'ai commencé à en parler en évoquant le cas Ricky Lindo. Il y a aussi Adam Mokeka qui est quand même un sacré athlète, Bot Gatch aussi, et puis tout simplement, eh bien, on a ajouté, j'ai l'impression, de la densité physique et athlétique à peu près sur tous les postes cette saison, donc très clairement, on est sur un effectif qui me semble renforcé, en tout cas dans le profil par rapport à la saison dernière. Dernier point, et j'en ai déjà longuement parlé, donc je ne vais pas insister, il y a de la profondeur sur le poste 5 aussi, donc c'est très intéressant, avec 3 joueurs, 3 pivots capables d'évoluer à ce poste-là, et puis en fonction, comme je l'ai dit, des aléas d'une saison, eh bien un joueur comme Ricky Lindo est aussi capable d'apporter son aide sur le poste 5, donc une très grosse profondeur sur le secteur intérieur, et ça va être intéressant et important aussi pour pouvoir aussi rivaliser avec les équipes d'Euroleague qui souvent sont très fournies dans ce secteur-là et disposent de beaucoup d'options.
Autour du Paris Basketball maintenant, que je vois donc terminer à la 2e place du classement. La saison 2024-2025 a été très riche pour le Paris Basketball à plusieurs niveaux. Regardons en détail ce qu'il s'est passé. Le premier point dont j'ai envie de parler, et forcément ça avait été l'un des éléments forts de la dernière intersaison du club parisien, c'était le départ, on va dire, de l'architecte du succès du Paris Basketball, Tuomas Isalo. Tuomas Isalo, voilà, il était arrivé avec un style de jeu très particulier, il était arrivé aussi en majorité avec l'équipe qu'il avait avec lui du côté de Bonn, et Tuomas Isalo, eh bien, il avait impressionné le basket français de par la densité et l'intensité que mettait son équipe du Paris Basketball. Tuomas Isalo, donc, à l'intersaison dernière, eh bien, il avait signé en NBA du côté de Memphis, dont il est dorénavant, eh bien, le head coach pour la saison à venir. Le technicien finlandais avait donc été remplacé à la tête de l'équipe par le coach brésilien Thiago Splitter, un coach rookie qui a été dans la continuité du style de jeu de Tuomas Isalo. Un autre élément fort de la saison dernière, ça a été tout simplement la découverte de l'Euroleague, puisqu'après avoir remporté l'Eurocup avec Tuomas Isalo, Paris Basketball a découvert l'Euroleague avec Thiago Splitter et ça s'est plutôt très bien passé. Enfin, dernier élément marquant, et ce qui montre aussi, eh bien, la réussite qu'a été la saison 2024-2025 du Paris Basketball, c'est que tout simplement, eh bien, Paris Basketball a remporté 2 titres, la Coupe de France, mais surtout la Betclic Elite, et aussi en termes de distinction individuelle, eh bien, TJ Shorts a été élu MVP du championnat et Nadir Rifi meilleur marqueur de la Betclic Elite. Donc une très belle saison 2024-2025 pour le club parisien. Un club qui, on le sait, se veut très ambitieux et dispose aussi de moyens financiers supérieurs comparés à la quasi-totalité des autres équipes de Betclic Elite. La saison dernière, Paris Basketball avait encore augmenté son budget et sa masse salariale pour sa découverte de l'Euroleague et disposait donc la saison dernière du 2e budget et de la 2e masse salariale, assez loin quand même derrière Monaco, mais bien devant la JL Bourg notamment qui dispose le 4e budget et la 4e masse salariale. Maintenant, même avec des moyens assez conséquents à l'échelle du basket français, eh bien au niveau européen, ce n'est quand même pas suffisant pour pouvoir conserver ses meilleurs joueurs. J'ai parlé de la très belle saison du Paris Basketball en Euroleague également, puisque pour sa découverte à ce niveau-là, eh bien le club parisien a réussi une très belle saison, a réussi à se qualifier pour le play-in et a clairement été une équipe très compétitive, avec notamment, eh bien, son chef d'orchestre, son MVP TJ Shorts, qui a encore une fois réalisé une saison magnifique. Et donc qui dit saison collective et individuelle réussie dit forcément beaucoup de convoitises, et on arrivait très clairement au bout d'un cycle avec des joueurs qui étaient très convoités et qui clairement étaient sous-payés par rapport à leurs prestations et leur impact. Donc oui, forcément, il y a eu beaucoup de départs à l'intersaison du côté du club parisien, à commencer par TJ Shorts, voilà, qui nous aura régalé et qui aura clairement dominé le championnat pendant 2 saisons, peut-être l'un des plus forts joueurs qu'on a pu voir dans l'histoire de la Betclic Elite. Maodolo, également le meneur allemand international, eh bien, n'évoluera plus à la rentrée du côté du Paris Basketball, tout comme Colin Malcolm, Tyson Ward, que l'on retrouvera en Euroleague du côté de l'Olympiakos, Banjassi également, Mikael Jantunen qui de son côté a signé à Fenerbahçe, Mathis de Souyovo qu'on retrouvera et qui sera pas très loin puisqu'il a signé du côté de Nanterre, Kevarius Hayes on le retrouvera également en Betclic Elite et en Euroleague puisqu'il a signé du côté de Monaco, et enfin Leon Kratzer va retourner de son côté en Allemagne. Une page s'est donc tournée et à ses départs j'aurais aussi pu rajouter celui de Thiago Splitter qui va retourner en NBA, nouveau coach donc, un coach qui nous vient d'un club letton qui évoluait en BCL et qui est décrit comme un coach qui a également une philosophie de jeu offensive, donc on devrait quand même conserver une continuité en tout cas sur ce que va proposer le Paris Basketball sur le terrain, à savoir un jeu de mouvement, un jeu de transition, un jeu aussi avec beaucoup d'intensité, de l'intensité aussi défensive, mais aussi un jeu qui va vouloir être très offensif. Et donc pour coller à sa philosophie de jeu, le nouveau coach parisien Francesco Tabellini, qui nous provient de Nürnberg, eh bien, a dû reconstruire un effectif quasiment total avec pas moins de 10 joueurs qui sont arrivés, et notamment des joueurs que l'on connaît très bien puisqu'on en a déjà vu évoluer du côté du championnat de France, Joël Ayayi en provenance de la JL Bourg, Ismaël Bako aussi qu'on avait vu il y a quelques saisons du côté de l'Asvel, Enzo Charvin qui va revenir de près, Alan Dokossi qui évoluait depuis 2 saisons du côté de Dijon, et puis également Jérémy Morgan que l'on avait vu il y a 2 saisons du côté de la JL Bourg avec qui il avait disputé l'Eurocoupe. Du côté des autres recrues, eh bien c'est vrai qu'il y a un petit peu tout, il y a des joueurs qui sont plutôt sur une trajectoire de carrière ascendante, il y a des jeunes prospects comme Mohamed Faye également qui pourraient être rapidement draftés en NBA, il y a des joueurs qui ont évolué en Euroleague par le passé, français comme Amat Mbaye, Derek Willis la saison dernière du côté de l'Efes Istanbul, et puis des joueurs aussi qui sont passés par la NBA, tout comme Lavar Stevens qui est quand même un joueur référencé en NBA. Francesco Tabellini aura donc la lourde tâche de succéder à Tuomas Isalo et Thiago Splitter qui ont eu des équipes qui ont été dominantes à l'échelle de la Betclic Elite. Il pourra pour ce faire s'appuyer sur un roster
très large, composé de 16 joueurs professionnels, un roster aussi qui a vu signer Ilian Mungala, voilà, qui va signer son contrat professionnel et qui aura quelques minutes pour se montrer en Betclic Elite. La grosse annonce de cette intersaison, mis à part les recrues qui sont arrivées, c'est aussi la prolongation qui a mis du temps à se faire de Nadir Refsi, qui on le sait est très bankable, qui fait lever les foules et qui avait été aussi décrit à son arrivée par le copropriétaire Omar Sy comme l'une des priorités en termes de re-signature à l'intersaison. Nadir Refsi, avec les départs qu'il y a eu et notamment avec le départ de TJ Shorts, il sera peut-être la tête de gondole du projet parisien et de la prochaine saison du Paris Basketball, tant en Betclic Elite qu'en Euroleague. Pour l'accompagner, il y a quand même quelques joueurs qui sont restés, les extérieurs Sébastien Herrera le Chilien, Yacouba Ouattara également, Dalton Holmes également qui a été blessé une majeure partie de la saison dernière mais qui est revenu en fin de saison et qui a pu faire admirer quand même son bras qui est très adroit, Léopold Cavalière qui sera toujours là dans la raquette et puis Enzo Charvin qui avait été prêté en fin de saison dernière du côté de Saint-Quentin. C'est donc presque un nouveau cycle qui va s'entamer avec beaucoup de mouvements, beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées à l'intersaison. Et si on a vu relativement peu de différence entre le jeu pratiqué par Thiago Splitter et par Thioma Cissalo aussi parce que la globalité de l'effectif est restée, là on est sur un effectif qui va être différent avec des joueurs qui ont des qualités aussi différentes, des caractéristiques très différentes et donc ça va être une nouvelle équipe du Paris Basketball et il me tarde très clairement de la voir en action. Il me tarde aussi de voir en action certains joueurs qui vont découvrir le haut niveau, qui vont découvrir l'Euroleague et qui vont jouer pour un club du haut du tableau qui a des ambitions, qui vient de remporter 2 titres sur la scène nationale. Donc oui, il me tarde de voir aussi quelle va être la hiérarchie dans cette équipe, quelles vont être les rotations parce qu'on est sur un roster qui est très grand et notamment sur le secteur intérieur avec pas moins de 7 joueurs. Donc il va falloir donner du temps de jeu à tout le monde, il va falloir gérer les temps de jeu entre l'Euroleague, entre la Betclic Elite pour ne pas aussi créer trop de frustration. Parmi les joueurs à suivre, je vais faire une petite entorse, j'en ai certes sélectionné 2, mais il y a quelques joueurs quand même sur lesquels je vais dire quelques mots. Je commencerai par Justin Robinson. Si je le mets dans mes joueurs à suivre, c'est parce qu'il vient aussi reprendre le rôle du meneur de cette équipe et on sait que le rôle du meneur de cette équipe pendant 2 ans, il a été assumé et porté avec brio par TJ Shorts qui était clairement l'un des meilleurs joueurs du championnat, l'un des meilleurs joueurs d'Europe tout simplement. TJ Shorts, il a évolué à un niveau de MVP, il aurait peut-être pu rejoindre la NBA la saison prochaine. TJ Shorts, très clairement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un meneur de son calibre aussi fort, aussi dominant, capable très clairement de porter une équipe sur son dos. Justin Robinson va avoir beaucoup à faire parce qu'il va passer derrière un monument qui est TJ Shorts et qui clairement mérite sa statue du côté du Paris Basketball. Le deuxième joueur que je vais suivre attentivement, on le connaît très bien, c'est Nadir Refsi, le prince de Paris. Comment ne pas faire de Nadir Refsi l'un des joueurs sur qui on va cliquer pour regarder le Paris Basketball? On le sait, c'est un joueur qui est capable de fulgurance incroyable, un joueur qui fait lever les foules, un joueur qui est très clivant aussi, qui possède beaucoup d'admirateurs mais aussi des détracteurs. Il a montré toutes ses qualités, tout son potentiel offensif, tous ses shoots incroyables la saison dernière et avec le départ, comme je le disais, de TJ Shorts, c'est lui la tête du projet parisien maintenant. Je vais observer forcément comment il va se comporter, est-ce qu'il aura un comportement et des attitudes de leader sur le terrain, quelles vont être ses responsabilités et son temps de jeu aussi en Betclic Elite, et il sera peut-être encore plus responsabilisé en Euroleague. C'est quelque chose que je vais surveiller très attentivement car TJ Shorts, il était capable de tirer son équipe vers le haut. Est-ce que Nadir Refsi va être capable de faire de même? C'est quelque chose forcément que je vais beaucoup regarder. Ensuite, il y a aussi Joël Ayayi qui a connu une ascension fulgurante du côté de la JL Bourg, un joueur qui est capable de jouer sur plusieurs positions, poste 1, poste 2, poste 3, qui peut lui aussi noircir toutes les colonnes statistiques, qui peut impacter au point, qui peut impacter au rebond, à la passe, qui a une très bonne vision du jeu, qui est capable de défendre, qui est capable de faire beaucoup de choses sur les terrains. Il est clairement sur la pente lui aussi ascendante, c'est un joueur qui est encore jeune, donc je vais être très curieux de voir son intégration et son acclimatation au plus haut niveau, c'est-à-dire à l'Euroleague. Quelques mots enfin maintenant sur Amath Mbaye pour terminer avec mes joueurs à suivre. Amath Mbaye, on ne l'a pas vu évoluer en France, c'est un joueur français qui a été international, qui a goûté aussi au plus haut niveau à l'Euroleague, ça ne s'était pas forcément très bien passé, il évoluait depuis de longues saisons maintenant en Russie et donc ça va être très chouette de le découvrir en Betclic Elite et en Euroleague la saison prochaine et donc forcément c'est un joueur que l'on va observer parce qu'il va aussi faire partie des joueurs les plus expérimentés de cet effectif. Je vais maintenant parler des doutes, des craintes et des interrogations que je vais avoir pour le Paris Basketball pour la saison à venir et forcément le premier point qui me vient en tête c'est qu'on est sur un nouveau cycle. Il n'y a plus l'équipe qu'on a vue ces 2 dernières saisons, une équipe qui a été très clairement dominante avec un style de jeu très assumé. Donc là oui, il y a un nouveau coach, des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec une philosophie légèrement différente, des joueurs avec des caractéristiques aussi très différentes et qui n'en sont pas au même point dans leur carrière. Donc oui,
forcément, j'ai cette interrogation, est-ce que Paris Basketball peut être aussi dominant qu'il l'a été sur ces 2 dernières saisons? Ce qui m'amène donc à parler de mon second point. Si je parle de domination, eh bien c'est tout simplement parce que Paris a développé une vraie culture de la gagne sur les 2 dernières saisons, avec beaucoup de titres à son actif, et notamment la saison dernière. Paris a dominé, que ce soit sur la scène européenne, mais aussi sur la scène nationale, et après avoir remporté la Coupe de France et la Betclic Elite la saison dernière, est-ce que Paris sera capable de faire aussi bien la saison prochaine, c'est-à-dire d'aller loin dans toutes les compétitions dans lesquelles elle est engagée sur la scène nationale, en Leaders Cup, dans le championnat, forcément en play-off, mais aussi en Coupe de France. C'est quelque chose forcément que je vais beaucoup regarder. Est-ce que Paris va conserver, on va dire, sa suprématie à l'échelon national, ou est-ce que Paris va un petit peu redescendre dans le rang et être encore plus concurrencé par des équipes qui montent comme le MSB et la JL Bourg notamment. Ensuite, j'ai parlé de joueurs qui sont arrivés et qui n'en sont pas forcément au même stade de leur carrière que les joueurs qui sont partis. Oui, il y a des joueurs qui ont beaucoup à prouver, il y a des joueurs qui sont jeunes, il va falloir qu'ils montrent qu'ils peuvent être dominants, il va falloir qu'ils montrent qu'ils peuvent assumer d'être dans un club qui est un gros club maintenant en Betclic Elite. Donc oui, il se pourrait qu'il y ait un petit manque d'expérience face à des équipes comme l'Asvel ou Monaco, voilà, qui ont des joueurs vraiment estampillés Euroleague. Donc cette équipe du Paris Basketball, aussi compétitif et intéressant soit-il, sera-t-il en mesure de figurer réellement parmi les favoris? C'est quelque chose que je vais observer et que l'on va vérifier au fur et à mesure de la saison. Enfin, ma dernière interrogation, et là pour le coup j'ai dit exactement la même chose sur l'Asvel, ça va être la gestion de l'Euroleague. On sait que c'est un championnat qui est très long, qui demande énormément d'énergie, donc il va falloir gérer l'effectif. Et en ce sens, ce qui est plutôt positif, c'est que Paris Basketball part avec un roster de 16 joueurs professionnels, mais aussi avec beaucoup de rotations qui semblent d'un niveau plus ou moins similaire. C'est-à-dire que sur le papier, en tout cas, je ne sens pas une hiérarchie très claire qui se dégage, avec des leaders très clairement identifiés. J'ai l'impression qu'on est sur une équipe de Factor X, donc ce n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, mais je me demande encore quels vont être les leaders, mis à part Nadir Rifi, de cette équipe. Je vais maintenant parler de mes points qui sont des motifs d'espoir pour la saison prochaine, à commencer par le nouveau coach Francesco Tabellini. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'on sent quand même qu'il y a une espèce de transition qui s'opère au niveau de la philosophie de jeu que souhaite mettre en place Paris Basketball depuis plusieurs années. On ne sera pas sur un coach hyper défensif qui va venir, non, on est plutôt sur de la continuité, même s'il y aura des différences par rapport au jeu déployé par Paris Basketball sur les 2 dernières saisons. Donc ça reste quand même un élément assez positif. Je pense que la base de joueurs restante ne sera pas perdue par rapport à ce que va proposer le technicien. Mon deuxième point maintenant, c'est qu'avec un roster aussi profond, eh bien j'ai l'impression aussi sur le papier, quand je regarde la constitution de l'effectif, que cette équipe-là est une équipe compétitive et à même de viser le top 4. Et très clairement, si je les positionne deuxième dans mon classement prévisionnel, c'est aussi parce que je pense qu'avec cette profondeur, eh bien il va y avoir du turnover en Betclic Elite, en Euroleague, et que ça devrait leur permettre d'avoir le niveau d'intensité requis pour pouvoir remporter des matchs. Pour mon troisième point, je vais parler de Nadir Rifi. Nadir Rifi, c'est une assurance tout risque et c'est une excellente nouvelle que le Paris Basketball ait conservé ce joueur qui a été élu le meilleur jeune de l'Euroleague la saison dernière. Nadir Rifi, il a montré que c'était un joueur dominant en championnat, en Betclic Elite, dont il a été élu le meilleur marqueur, et très clairement, il sera le leader de l'attaque parisienne la saison prochaine. Sans nul doute, il fera toujours partie des meilleurs marqueurs de la saison, et je ne serais pas surpris si Nadir Rifi, si Paris Basketball finit très haut, eh bien soit très clairement un candidat très légitime et crédible au titre de MVP. Mon dernier point, c'est tout simplement qu'on aura affaire, je pense, à un groupe qui aura tout à prouver. Alors oui, ça peut paraître surprenant, mais forcément, il y aura beaucoup de comparaisons avec l'équipe de la saison dernière, et donc avec les leaders de l'équipe, qui ont été Tyson Ward, qui ont été Colin Malcolm, qui ont été Kevarius Hayes, et bien sûr TJ Shorts. Il y aura beaucoup de comparaisons, je l'ai dit, il y a des joueurs qui ont été recrutés et qui n'en sont pas au même stade de leur carrière, des joueurs qui sont plutôt prometteurs sur la pente ascendante, et donc forcément des joueurs qui vont forcément être comparés et qui vont avoir besoin de prouver et de montrer qu'ils sont à la hauteur des attentes qui dorénavant sont très fortes du côté du Paris Basketball, que ce soit en Euroleague mais aussi en championnat de France. Donc oui, je pense qu'on peut avoir aussi une équipe qui aura la grinta, l'envie de jouer ensemble, et qui aura peut-être aussi une mentalité un petit peu d'outsider ou d'underdog, et ça je pense que ça peut très bien leur aller. Et donc logiquement, il ne reste plus qu'un club à présenter, c'est celui de la Roca Team, l'AS Monaco Basket. Alors la saison 2024-2025 de Monaco aura été très riche à tous les niveaux, que ce soit sur le domaine du sportif, mais aussi de l'extra-sportif. Alors regardons un petit peu plus en détail ce qu'il s'est passé la saison dernière pour les Monégasques, et je vais commencer par le départ en cours de saison de l'emblématique coach monégasque Sasa Obradovic, qui a donc été remplacé par la légende du basketball grec Vassilis Spanoulis. Le deuxième point maintenant dont je vais parler, alors il y en a deux
2, en réalité, je vais commencer à parler du temps de jeu des JFL. C'est quand même quelque chose qui est assez récurrent du côté de l'AS Monaco, qui fait signer saison après saison, été après été, des joueurs français localement très intéressants et surtout très référencés, mais qui disposent de temps de jeu assez limité. Et encore une fois, la saison dernière, il y a eu des saisons assez difficiles et assez irrégulières en termes de temps de jeu, à la fois pour Terry Tarpey, à la fois pour Peter Cornely, sans parler de Johan Bégarin qui lui malheureusement n'a quasiment pas joué, que ce soit en championnat ou en Euroleague. Enfin, le deuxième point, c'est l'affaire Mike James. Voilà, vous avez dû suivre effectivement ce qu'il s'est passé. Mike James n'a pas disputé l'intégralité des playoffs après une affaire extra-sportive qui s'est déroulée en fin de saison dernière. Donc oui, très clairement, ça n'a pas aidé Monaco dans sa quête de remporter des trophées. Ce qui est mon dernier point, c'est que Monaco, la saison dernière, surprenamment, n'a remporté aucun trophée. Pas de Leaders Cup, pas de Coupe de France, pas de titre de champion de France et aussi pas de titre d'Euroleague malgré une finale perdue malheureusement face au grand Fenerbahçe. Maintenant, du côté des moyens financiers, je vais faire très rapide, on le sait tous, Monaco dispose de moyens sans équivalent dans la division avec un budget et une masse salariale très clairement supérieure aux autres équipes et même bien supérieure aux autres équipes d'Euroleague, pareil Basketball et la LDLC Asvel. Des moyens financiers qui permettent très clairement à Monaco de se constituer saison après saison des effectifs que l'on n'a jamais vus dans l'histoire du basketball français, mais il y a quand même saison après saison des départs, des mouvements, des arrivées, etc. Regardons quels ont été justement les départs à cette intersaison. Je parlais du temps de jeu des JFL qui pouvait être irrégulier, voire un peu faible, ça a été le cas aussi pour certains joueurs étrangers, ce qui peut expliquer certains départs. Vite Brown, qui était arrivé sur le poste 4 pour essayer d'amener un petit peu plus de spacing et d'adresse extérieure, n'a pas énormément joué la saison dernière et il va repartir, tout comme Georgios Papagiannis, qui aura passé une saison du côté du secteur intérieur monégasque, il a signé du côté de l'Efes Istanbul. Peter Cornely, je parlais de son temps de jeu irrégulier, le français a signé ailleurs, et Mam Jeté également a signé ailleurs, il n'a pas réussi à se mettre d'accord financièrement avec Monaco, il va donc retrouver l'Euroleague, mais plutôt du côté de Dubaï à la rentrée. Du côté des arrivées, il y en a relativement peu, en même temps il y a eu peu de départs à l'intersaison. La recrue star de l'été, c'est celle de l'intérieur monténégrin Nikola Mirotic, le MVP de l'Euroleague, pas le MVP de l'année dernière, mais qui a été élu MVP dans sa carrière, est l'un des meilleurs joueurs du continent, encore une fois, du haut de ses 34 ans. Il évoluait du côté de l'Olympia Milan la saison dernière. Il rejoint enfin la Roca Team, parce que déjà la saison dernière, il y a 2 ans, il y avait des rumeurs sur l'arrivée de Nikola Mirotic sur le rocher. Ça y est, Nikola Mirotic est arrivé en principauté, et enfin, il va représenter ce poste 4 qui est censé amener une adresse extérieure intéressante et offrir du spacing du coup à la Roca Team. Et très clairement, on le sait, l'adresse extérieure, c'est l'une des principales qualités de Nikola Mirotic. Un autre ajout assez intéressant, c'est celui de Kevarius Hayes, qui va peut-être reprendre le rôle qu'avait laissé vacant il y a 2 saisons Donta Hall, donc celui d'un intérieur plutôt vertical, très athlétique, et sans nul doute, je pense qu'il aura une très belle connexion avec Eli Okobo, qui lui en avait une très belle avec Donta Hall il y a 2 ans. Autre recrue, un joueur qui est de retour, c'est Yohan Makoundou. On le sait, il y a eu des difficultés de recrutement pour attirer des joueurs français cet été, et notamment du côté du secteur intérieur, et donc c'est Yohan Makoundou qui va réintégrer l'équipe monégasque. On savait qu'il était encore sous contrat pour 1 an, il avait été prêté sur les 2 dernières saisons, il était appelé à évoluer peut-être du côté du FC Barcelone, et on a vu avec les galères de recrutement de l'AS Monaco, Monaco a fait le choix de rappeler Yohan Makoundou qui va pouvoir apporter un petit peu plus de profondeur sur le secteur intérieur. Enfin, et c'est la dernière recrue en date, Monaco va aussi étoffer son secteur extérieur avec l'arrivée du shooter serbe Nemanja Nedovic qui va amener une menace extérieure supplémentaire et notamment son adresse à longue distance. Ce qui nous donne donc encore une fois un roster vraiment extrêmement large, 15 joueurs professionnels, 15 joueurs quasiment tous référencés sur la scène européenne, même si, on le sait, Terry Tarpey et Johan Bégarin notamment ont très peu joué la saison dernière. Personnellement, assez surpris aussi de voir certains joueurs qui évoluent toujours dans cet effectif. Je pense à Nick Calates, qui a été embêté par des problèmes physiques la saison dernière, et qui, lorsqu'il est revenu sur les terrains en Euroleague, mais aussi en Betclic Elite la saison dernière, n'a pas forcément montré que du positif. En tout cas, il n'a pas été à la hauteur de son statut. Et puis, il y a également
simplement le Lituanien, voilà, le pivot Donatas Motiejunas, qui a été complètement écarté de la rotation en fin de saison dernière. C'est très surprenant, je trouve, de le voir continuer à évoluer dans ce roster-là, en tout cas sur le reste de l'effectif. On va retrouver une base de joueurs qui se connaît très bien et qui était là la saison dernière. Mike James, forcément, Mathieu Strazel, Elio Kobo, Jordan Lloyd, Alpha Diallo et puis Daniel Theis. Un autre joueur où je suis assez surpris de le voir toujours évoluer du côté de Monaco, eh bien c'est Daniel Theis. On le savait, il y a eu des rumeurs cet été qu'il y avait peut-être des envies de départ de la part de l'intérieur allemand. Eh bien Monaco n'a semble-t-il pas été enclin à le libérer et donc Daniel Theis évoluera toujours à la rentrée sous les couleurs de l'AS Monaco. Maintenant, je vais parler de mes joueurs à suivre et je vais commencer par Mike James. Alors oui, Mike James, on le sait, c'est un joueur de calibre et de classe supérieure. Si je vais observer Mike James, c'est parce que forcément, il y a eu cette histoire en fin de saison dernière où Mike James n'a pas disputé l'intégralité des playoffs. Il y avait, semble-t-il, un petit peu d'eau dans le gaz entre les deux parties. Mike James fait toujours partie de l'effectif. Il a effectué son retour du côté de l'AS Monaco, mais dans quel état de motivation sera-t-il? On le sait, Mike James, c'est un joueur qui est caractériel. Ce n'est pas rare qu'il y a des embrouilles entre Mike James et Monaco, parce que Mike James sera à 100% investi dans le projet de l'équipe. J'espère bien, car sur le terrain, clairement, il n'a pas d'équivalent dans le championnat de France. Le deuxième joueur, maintenant que je vais observer, eh bien, c'est tout simplement notre meneur international français, Mathieu Strazel. Si je vais l'observer, c'est tout simplement parce que saison après saison, que ce soit du côté de l'ASVEL, mais encore plus du côté de Monaco, avec une concurrence qui est vraiment très féroce, eh bien, Mathieu Strazel, il a su prendre de l'épaisseur dans cette équipe, et très clairement, la saison dernière, il a montré qu'il avait l'étoffe, eh bien, d'un joueur titulaire d'Euroleague, et notamment en fin de saison, et sur le Final Four, où il a montré très clairement, eh bien, sa capacité à endosser des responsabilités, à la fois pour décharger Mike James de la tenue du ballon et de la mise en place des systèmes. Il a montré sa capacité aussi à être, eh bien, le premier rempart défensif, à mettre énormément de pression sur le porteur de balle, une qualité qui est très précieuse quand on sait que Mike James ne fait pas toujours les efforts défensivement. Et puis il a aussi montré sa capacité à être clutch et à mettre les gros tirs, et notamment à 3 points. Il nous l'a montré avec l'équipe de France, il nous l'a montré aussi à plusieurs reprises avec Monaco. Donc Mathieu Strazel, chaque année, il passe un cap, et donc je vais être encore une fois très curieux de voir est-ce qu'il va réussir à passer un autre cap dans une équipe qui, je le rappelle, eh bien, dispose d'une concurrence très féroce. Enfin, le dernier joueur que je vais suivre, eh bien, c'est la recrue star de l'été, Nikola Mirotic. Si je vais le suivre, c'est aussi parce qu'il va apporter enfin cette présence offensive supplémentaire qui manquait tant à Monaco sur les dernières années sur les postes intérieurs. Vito Brown était arrivé avec l'espoir d'amener un petit peu plus d'adresse extérieure sur le poste 4. Peter Corneli aussi avait ce profil-là. Malheureusement, ce sont des joueurs qui n'ont pas dominé. Avec Nikola Mirotic, par contre, on est sur un joueur dominant en Europe, un ancien joueur NBA, un joueur qui a été élu MVP d'Euroleague et un joueur tout simplement qui tourne à 17-18 points de moyenne en Euroleague et dont, eh bien, le shoot à 3 points est l'une de ses principales qualités. Donc oui, Monaco va disposer d'une menace offensive supplémentaire, et c'est d'autant plus important qu'il va aussi permettre de décharger un petit peu Mike James au scoring, et ça c'est quand même un élément très positif et qui va peut-être aussi permettre à Monaco d'enfin aller gagner ce titre en Euroleague qui le fuit maintenant depuis plusieurs saisons. Il est temps maintenant de parler de mes doutes et de mes craintes vis-à-vis de Monaco pour la saison à venir, et forcément le premier point dont je vais parler, c'est la gestion du groupe, mais aussi de l'extra sportif. La gestion du groupe, j'ai commencé à en parler, il y a eu l'affaire Mike James en fin de saison dernière, il y a eu aussi, eh bien, les rumeurs des départs au sujet de Daniel Theis qui ne semblait pas forcément très satisfait, en tout cas de rester du côté de l'AS Monaco. Donc oui, forcément, il va falloir gérer ça, surtout que Mike James et Daniel Theis, ce sont des joueurs qui sont très importants dans cette équipe de Monaco. Et puis il y a aussi, eh bien, le domaine de l'extra sportif. On le sait, le propriétaire de Monaco, via Squeak notamment, doit de l'argent à l'ASVEL. Il y a eu des rumeurs, eh bien, d'impayés la saison dernière sur quelques salaires. Donc oui, il y a aussi quelques éléments extra sportifs qui peuvent venir bousculer, on va dire, la saison. Le deuxième point dont je vais parler maintenant, et j'ai commencé à en parler lorsque j'évoquais des temps de jeu irréguliers, c'est qu'il va quand même, et encore une fois, falloir gérer, eh bien, des joueurs qui peut-être n'étaient pas désirés. On l'a vu avec Nick Calates qui a eu un temps de jeu très irrégulier la saison dernière, Donatas Motiejunas qui a complètement été benché, Johan Bégarin dont on se demande pourquoi il fait encore partie de cet effectif, et puis Yohan Makoundou, voilà, qui semble être un petit peu un choix par défaut. Donc c'est bien d'empiler les joueurs dans l'effectif, ça donne le sentiment et l'illusion d'avoir une rotation profonde, mais quand on a des joueurs à sa disposition, eh bien il faut aussi pouvoir tirer parti, eh bien, de la complémentarité et des qualités aussi de chaque joueur, et notamment parce que Monaco nourrit l'ambition d'aller loin et de remporter plusieurs titres, et ça sur plusieurs tableaux.
et fréquemment il y a toujours ces problèmes de gestion d'effectifs avec des joueurs qui ne jouent plus à un moment de la saison, et forcément en fin de saison ça tire, on entend toujours les mêmes arguments, les saisons à rallonge, l'enchaînement des matchs, mais quand on ne s'appuie pas sur la totalité de son effectif, eh bien c'est un petit peu normal. Donc cette saison, j'aimerais aussi voir des joueurs comme Terry Tarpey jouer beaucoup plus, que ce soit en championnat mais aussi en Euroleague. Donatas Motiejunas, voilà, ce n'est pas une pipe, c'est un joueur qui a quand même d'énormes qualités, qui est capable de très bien jouer au moins en championnat. Johan Bégarin, c'est pareil, pour le championnat, je pense qu'il peut très bien faire l'affaire. Nick Calates aussi, donc il va falloir aussi impliquer tout le monde pour que bien tous les joueurs de l'effectif aient un minimum de confiance et soient capables d'apporter. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, alors forcément avec très peu de départs et très peu d'arrivées, il y a une grande continuité dans cet effectif, et ça c'est quelque chose qui est quand même très positif, c'est que la majorité de l'équipe, et notamment du 5 majeur, eh bien se connaît très bien, et forcément ça va faire gagner du temps à Vassilis Spanoulis. Le seul élément justement du 5 majeur qui n'était pas là la saison dernière, eh bien ça devrait être Nikola Mirotic, et Nikola Mirotic pour le coup c'est un ajout de très grand talent. Comme je l'ai dit, il va amener sa qualité d'adresse extérieure qui faisait défaut à Monaco, il va donc ajouter aussi du spacing à cette équipe et tirer peut-être un petit peu plus la raquette, permettre aussi un petit peu plus de drive, voilà, de Elio Kobo, de Alpha Diallo, donc ça peut être une recrue vraiment d'impact et d'importance pour Monaco. Troisième point, et peut-être l'un des plus importants, c'est qu'après une saison qui a été très longue mais aussi très frustrante, car aucun titre, que ce soit en championnat mais aussi en Euroleague où Monaco a disputé les finales, eh bien Monaco n'a pas remporté de titre et sera donc à ce titre, je l'espère, revanchard, et il y aura fin pour enfin récupérer et aller chercher ces titres qui lui manquent tant. Et enfin, un dernier point, et ça ce n'est une surprise pour personne, c'est qu'on est globalement sur, eh bien là encore une fois, des meilleurs effectifs de l'histoire du championnat de France. C'est un effectif pour aller loin dans toutes les compétitions, et à ce titre-là, ce serait absolument anormal de voir Monaco encore une fois fanny cette saison et ne remporter aucun trophée. Il est temps d'afficher, voilà, le tableau prévisionnel qui est désormais final. Je vais pouvoir expliquer assez brièvement, car je pense que vous avez globalement saisi les choses, pourquoi j'ai placé certaines équipes devant d'autres dans ce top 5. Je vais commencer notamment par l'Asvel. L'Asvel, si je les mets dans le top 5, ce n'est pas parce qu'ils ont un effectif qui me semble sur le papier inférieur, notamment à celui du Mans et de la JL Bourg, mais c'est plutôt parce que j'ai une grosse crainte qui est la gestion de l'Euroleague, avec un roster qui est quand même moins profond que celui du Paris Basketball et que Monaco, avec des joueurs aussi qui sont sur la pente descendante, qui sont vieillissants, avec un risque de blessure accru pour ces joueurs-là, avec des joueurs qui reviennent de blessures comme Mba Ndiaye, avec un joueur également qui va avoir besoin de reprendre du rythme, Armel Traoré, et puis globalement aussi des recrues qui sont très intéressantes, qui peuvent s'avérer être des paris payants en Euroleague, mais qui, sur la scène nationale, s'ils ont montré être dominants, ne sont pas non plus des joueurs du calibre de Mike James ou de Nikola Mirotic, et qui vont donc donner une assurance à l'Asvel de dominer sur la scène nationale. Donc tous ces éléments font que je descends de quelques places l'Asvel dans mon classement prévisionnel, ce qui ne veut pas dire que l'Asvel ne sera pas compétitive en fin de saison. Une fois que l'Asvel aura tiré un trait sur la saison régulière d'Euroleague et sera dans une phase où ils vont essayer de refaire du jus pour aborder en pleine possession de leurs moyens les playoffs, l'Asvel sera une équipe qui, je pense, peut être très intéressante et très compétitive. Ensuite, dans mon top 5, eh bien forcément, je mets Monaco en tête, qui a un effectif qui est surdimensionné par rapport aux autres équipes et à même très clairement de composer et d'aller loin sur tous les tableaux possibles. Je pense que la profondeur de l'effectif de Paris, eh bien, peut leur permettre d'accrocher la deuxième place. Ils ont assez de joueurs, je pense, pour mettre le niveau d'intensité qu'il faut en championnat. Et puis il y a enfin la JL Bourg à la 3e place et le MSB à la 4e place. Ce qui est intéressant, c'est que je pense, comparé à la saison dernière, c'est que Paris Basketball et l'Asvel vont être un petit peu en dessous, et ce qui va donc permettre à des équipes qui, selon moi, se sont renforcées, donc le MSB et la JL Bourg, d'être plus compétitives et donc vraiment d'aller les titiller et d'être très compétitifs. Donc la 2e place de Paris Basketball n'est pas assurée selon moi, mais avec leur profondeur, je pense qu'ils peuvent terminer un petit peu devant la JL Bourg et le MSB, qui devront aussi composer, c'est vrai, avec la gestion d'une Coupe d'Europe, même si forcément, on le sait, que ce soit l'ABCL ou l'Eurocoupe, sous prétexte qu'ils vont loin dans ces deux compétitions, vont demander quand même un petit peu moins d'énergie et d'intensité et de récupération aussi que l'Euroleague. Voilà, on arrive donc à la fin, cette fois c'est fini, de ces previews. J'espère encore une fois que la présentation de ces différentes équipes vous aura plu. N'hésitez pas, maintenant que vous avez mon classement prévisionnel pleinement complété, à me faire part de vous, votre classement, quelles sont les équipes que vous voyez terminer un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, quelles sont les équipes que vous voyez sous-performer et au contraire celles que vous voyez surperformer. C'était un immense plaisir de vous présenter ces différentes équipes, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire
commentaires et à vous abonner, ça donne de la force et c'est toujours très appréciable. Et quant à moi, eh bien je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo en vous disant que je vous retrouve pour le début de la saison qui sera dans quelques jours. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à très bientôt, bye bye.